Madame, Monsieur, bonsoir. Heureux à nouveau de vous retrouver dans le cadre de cette émission. L'économie camerounaise, la plus forte et la plus diversifiée de la zone CEMAC, a longtemps été résiliente au choc. Montre ses premiers signes de ralentissement. C'est le constat que fait la Banque africaine de développement. Selon l'institution panafricaine, cette situation est la conséquence de l'impact négatif qu'ont eu sur la demande intérieure et extérieure la récession économique au Nigeria, le pays voisin, la crise qui s'accentue dans la CEMAC et les perturbations dans la zone anglophone du Cameroun. La BAD met également à l'index la contraction des activités extractives à cause du report des investissements dans les activités d'exploration et de production du gaz et du pétrole, situation elle-même consécutive à la faible remontée des cours de ces produits sur le marché international. Mais en dépit de cet étiolement de la résilience de l'économie camerounaise, la BAD prévoit une embellie en 2018 et 2019, une lapalissade. Vous le direz certainement, le Cameroun connaît des problèmes de gouvernance qui freinent son développement et le rendent moins attractif aux yeux des investisseurs. Il est classé 153e sur 180 pays dans l'indice de perception de la corruption 2017, établi par Transparency International, et 163e sur 190 économies dans le dernier rapport Doing Business 2018 sur la réglementation des affaires. Dans ce contexte, une floraison de propositions est faite par les politiques pour changer le visage économique de notre pays. Des propositions parfois révolutionnaires pour lesquelles nous pouvons légitimement nous interroger pour en évaluer la pertinence. Le partenariat public-privé, l'introduction du SMIC, l'industrialisation, l'augmentation des salaires, le SMIC à 160 000 francs. Voilà, entre autres, certaines propositions qui sont sur la table. Le débat de ce soir nous permettra donc de faire un parallèle entre la situation réelle de notre économie et les propositions suggérées par les politiques en cette veille de rendez-vous capital. Bonsoir encore, 4 panélistes, c'est toujours le cas le mardi, puisque nous sommes dans le débat. D'abord, le docteur Eddy Moumongori, il est enseignant d'université, promoteur du cabinet d'intelligence économique et de la planification stratégique. Bonsoir, prof. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être nôtre ce soir. Un plaisir. Dans la diagonale, Emmanuel Kounié, il est également économiste, mais il est davantage là ce soir en tant que militant du SDF. Bonsoir, Emmanuel. Bonsoir, M. Dipita, et merci de me convier à cette réflexion. J'espère que nous serons à la hauteur des attentes de vos millions de téléspectateurs. Merci à nouveau d'être avec nous. Maître Roland Diou. Bonsoir, maître. Bonsoir, M. Dipita, et je suis heureux de faire partie de ce panel. C'est la première fois d'ailleurs. Tout à fait. Et moi, on sait que vous êtes un calibre de plateau. On le verra bien ce soir. On verra. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun, bien sûr, et vous êtes juriste financier. Tout à fait. Voilà, ça s'accorde avec le thème de ce soir qui est très économique. Et enfin, Hervé Manuel Combe, fraîchement désigné dans la sous-commission de communication pour la campagne du RDPC qui va s'ouvrir dans les prochains jours. Hervé, d'ailleurs, qu'on ne présente plus. Bonsoir, Hervé. Merci. Bonsoir, Nikita. Bonsoir tout le monde. Devrais-je vous féliciter? Oh, si vous voulez. Bon. C'est un honneur de faire partie de ceux qui vont porter la parole du candidat Paul Biya. Si vous n'insistez pas, je ne le ferai pas. Non, je n'insiste pas et vous allez me féliciter le 7 au soir. La transition, et puis on rentre en plein dans le débat. Alors, on va peut-être commencer par, au-delà de toutes les études faites, commises et publiées par les institutions qui sont en devoir de le faire, la BAD, le FMI et tous les autres, même les institutions nationales. Je vais peut-être chacun prendre de vous le regard, l'analyse qu'il fait de l'état des lieux de notre économie en ce moment. Professeur, je vais peut-être commencer par vous. Quand vous regardez l'économie camerounaise dans ses divers secteurs, dans son entièreté, thème d'énergie, agriculture et tout le reste, de prime abord, qu'est-ce que vous en dites? Bon, ça va surprendre plus d'un. Mais je dis, les politiques économiques ces dernières années se sont redressées positivement. En fait, ce sont les politiques économiques qui déterminent l'orientation de la croissance. La croissance elle-même de cette année n'a aucune implication, ou
bien, elle détermine à peu près un septième de ce qui peut arriver l'an prochain. Mais les politiques économiques, une fois qu'elles sont bien graissées, ont un caractère extrêmement remanent. Donc, elles peuvent expliquer à 70-80% ce qui peut arriver dans la décennie à venir. En ce sens, étant donné qu'il y a un lien extrêmement fort et significatif entre les actifs infrastructurels et la croissance, les efforts qui sont déployés aujourd'hui vont porter fruit, mais ce sera dans la décennie 2020. Parce que jusqu'ici, nous avons une perte de à peu près 2 à 3 points de pourcentage de croissance qui sont expliqués par le déficit de l'offre énergétique, le déficit qui pourrait être rattrapé autour de 2020, 2022 par là, donc qui pourrait de manière automatique permettre à l'économie de monter un peu plus vite. De même, il y a un lien extrêmement fort entre les investissements mis en place dans le secteur des transports et la croissance. En fait, quand vous augmentez votre PIB, plutôt vous augmentez les investissements dans les infrastructures de transport pour 1 point de pourcentage de votre PIB, vous pouvez escompter à peu près 0,6% de croissance à la sortie. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites qui montreront surtout les effets dans l'avenir. Le port en eau profonde de Kribi, c'est un port extrêmement significatif, c'est avec une très bonne plateforme de transbordement, en fait, qui pourrait remplacer significativement Al Jazeera dans les années à venir, parce qu'en fait, puisqu'on peut y voir accoster des navires de 6 000 jusqu'à 8 000 équivalent 20 pieds, donc ça pourrait être un outil qui, dans tout le golfe de Guinée, pourrait être très, très utile. Mais plus fort, et je crois que ça c'est le plus important que le gouvernement a acquis, c'est le câble à fibre optique. Lui, il permet en fait à une économie de franchir très rapidement les étapes intermédiaires et d'aller directement vers la frontière technologique si naturellement les politiques, le cadre institutionnel et tout le reste est réuni. C'est comme ça que les dragons sont passés par une simple mutation. Je pense que le Cameroun, si naturellement, il faut mettre ainsi, s'il parvient à corriger ces paramètres méta-économiques, je vais dire les gouvernances, vous l'avez insinué très rapidement. En fait, la corruption, c'est une forme de taxe directe sur la production qui a un impact extrêmement négatif sur les flux d'investissement direct à l'étranger. Or, les IDE sont en effet, ces investissements sont des éléments, c'est des outils même, et la voie de transmission par excellence du progrès technique. Et c'est le progrès technique qui est la puissance très très forte derrière la croissance. En fait, la différence entre pays industriels et pays en développement vient beaucoup plus de la croissance de la productivité qui est directement corrélée au progrès technique. Ceci dit, cet outil, notamment le câble à fibre optique, n'est pas seulement une source de recettes importante parce que apparemment elle pourra desservir beaucoup de pays, pas seulement les pays africains, c'est ce qu'on croit, mais même les pays américains, les pays européens pourraient demander. Donc très rapidement, on pourra en bénéficier. Beaucoup, beaucoup. Je crois que ça permet surtout à la population d'accroître son capital de connaissances, parce que en fait c'est ça qui fait la différence entre les pays développés et les pays. C'est le capital de connaissances. Mendiou, première lecture. Alors, merci de me donner l'occasion de m'exprimer à chaud sur une question aussi importante et surtout à la suite de l'expert en économie du plateau. Alors, moi, ce que je voulais dire, c'est que je vais partir des choses très simples. Les choses simples comme le transport dans une ville comme Douala. Le docteur Mongori, tout à l'heure, effectivement, nous disait que lorsqu'on investit massivement dans le transport, on peut accélérer en quelque sorte
la croissance. Mais nous vivons tous à Douala, en tout cas je suppose que nous vivons tous à Douala ici sur ce plateau, et nous savons à quel point il est difficile de rallier un point de la ville à un autre. C'est extrêmement compliqué. Je ne parle pas pour les transporteurs professionnels qui sentent cela dans leurs activités au quotidien. Alors, à la question du sentiment qu'on peut avoir sur les performances économiques, je ne m'attarderai pas sur les chiffres de la croissance. Parce que, me semble-t-il, les chiffres de la croissance ne remplissent pas le panier de la ménagère. Les chiffres de la croissance sont des indicateurs qui permettent de savoir si un certain nombre de paramètres du point de vue macroéconomique sont en tout cas suivis. Peut-être pas respectés, mais en tout cas au moins suivis. Alors, le rôle des politiques publiques, est-ce que le rôle des politiques publiques, c'est de faire varier les paramètres statistiques? Ou alors, est-ce que le rôle des politiques publiques, c'est d'améliorer les conditions de vie des populations? Il nous semble quand même que 36 ans durant, les Camerounais n'ont pas vu beaucoup de choses changer, en tout cas dans leur pouvoir d'achat. On peut même dire que ce pouvoir d'achat a plutôt drastiquement baissé quand on parle des dévaluations qui sont intervenues, quand on parle de la vie chère qui serre les Camerounais au plus profond d'eux-mêmes. Le sentiment, de mon point de vue, est le sentiment de quelqu'un qui est plutôt déçu. Emmanuel. Écoutez, la différence entre la science économique et la finance, surtout que je connais, et la science-fiction, c'est que on peut soit la rendre trop fictive, soit on colle à la réalité. Et donc, le débat sur les chiffres est un débat qui, parfois, permet tout simplement d'étaler des connaissances théoriques. Mais pour parler de l'économie réelle, il est tout à fait sûr et certain qu'un pays qui fait 36 ans et qui n'a pas de croissance, ça n'existe pas. Donc, je pense que chacun devait rester dans son métier. Je pense sous le contrôle du professeur Mangori, ça n'existe pas. Même la Corée du Nord reconnaît la croissance dans sa situation d'isolement. Donc, pour revenir au Cameroun, nous avons deux problèmes. C'est que si on veut faire de l'économie dans le réel, et je pense que c'est ça qui est intéressant dans le cadre même d'un débat de campagne électorale, il faut voir quelles sont les raisons pour lesquelles notre économie ou a stagné ou n'a pas connu une assez forte croissance. On ne peut pas détacher la situation sécuritaire et parfois de guerre qui va maintenant au total avec le septentrion et le nord-ouest et le sud-ouest va faire un total de 4 années. Ce sont les capacités d'investissement dans des secteurs que le professeur a énumérés qui sont entrés dans l'effort de guerre. Et vous savez, la guerre a ceci de particulier, c'est qu'elle peut faire progresser le produit intérieur brut si vous êtes producteur d'armes. Mais lorsque vous les importez, vous perdez de la croissance, des points de croissance. Donc je pense que c'est un débat qui demande un peu de sérieux, que ce n'est pas un commentaire juste à poser des faits divers et puis des questions de rue. Le Cameroun a une structure économique qui lui a permis d'avoir de la résilience, parce que c'est, comme vous l'avez dit, la première économie de la sous-région. Mais nous avons des domaines dans lesquels nous avons puisé les ressources qui devaient servir à la croissance, qui ont connu aussi des chocs, par exemple le pétrole qui a baissé dans la même période, et nous avions ces guerres qui nous sont imposées, et je peux le dire à tous les Camerounais, ça coûte cher la guerre, indépendamment du fait que ça tue les citoyens, ça crée des dégâts, ça crée une désorganisation, ça coûte aussi cher sur les capacités de l'État à implémenter. Et la structure de l'économie du Cameroun est faite que l'État est le premier acteur économique. Quand vous ne le savez pas, il faut faire extrêmement attention. Parce que quand l'État a un problème de déréglementation de ses prévisions, de son fonctionnement normal, il exerce un effet d'entraînement dans les deux sens sur les autres acteurs qui sont généralement ses sous-traitants ou des gens qui dépendent de la commande publique. Alors donc, je pense que ces élections vont permettre à ce qu'on mette derrière nous ces questions d'insécurité qui sont provoquées par certains entrepreneurs du chaos, et deuxièmement, qu'on repense sérieusement la marche en avant pour construire le bien-être social. Alors, quand je l'ai dit, il y a des conditions, ça nécessite qu'on travaille pour la bonne gouvernance, parce qu'à la sortie, nous devons rattraper du temps perdu et construire ce que nous n'avons pas pu construire. Vous savez, le Cameroun est un pays merveilleux parce que c'est dans la même période que connaît
toutes ces épreuves-là, qui doit organiser une Coupe d'Afrique des Nations, qui doit faire... Alors que, bon, un investissement, par exemple, une grande manifestation sportive, devait avoir un effet d'accélération, de booster, n'est-ce pas, le pouvoir intérieur, oui, le produit intérieur, et puis la croissance. Mais là, on a un problème, vous voyez, les difficultés que ça représente. Donc, je crois qu'il faut être extrêmement prudent et humble en abordant cette question, parce que le pouvoir d'achat, globalement, n'a pas reculé, mais n'a pas été assez distribué. C'est deux notions tellement différentes, parce qu'il y a le pouvoir d'achat étalé sur l'espace et le pouvoir d'achat exponentiellement en hauteur. Et donc là, c'est un débat qui est ouvert, mais dans le même temps, vous verrez que la masse salariale, par exemple, de l'État, qui est le premier employeur, a augmenté. C'est-à-dire que l'État a été obligé, pour des raisons de guerre, par exemple, d'augmenter le nombre de soldats, de gens au service de cette guerre. L'État a été obligé de faire beaucoup d'autres choses. Donc, ce sont des notions très sensibles qui font que, dans la situation actuelle, il ne faut pas être catégorique et dire qu'on n'a pas avancé, mais il n'existe pas une économie, à moins que ce soit l'état de faillite, et ça n'a pas été le cas en Grèce ni au Portugal. Et l'État peut connaître la récession, une économie peut connaître la récession, mais dire qu'une économie a régressé, à mon avis, c'est une leçon que je vais apprendre ce soir. Emmanuel Kouni. Oui, s'agissant de la situation de notre économie, de l'économie du Cameroun, je crois qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation de délabrement généralisé. Le secteur de transport est dans un état de délabrement que tout le monde voit. Même le commerce, en tout cas tous les secteurs économiques sont dans un piteux état. Et il faut mettre cela à l'actif des politiques qui ont été conçues et qui ont été mises en place. Vous savez, dès que nous avons atteint le point d'achèvement en 2006, nous avons lancé le RDPC et son président, le président Biya, ils ont lancé ce qu'ils ont appelé les grandes ambitions et les grandes réalisations. Mais l'ennui, c'est qu'ils ont entamé plusieurs projets à la fois et ils ont oublié que l'économie libérale est permanemment, n'est-ce pas, peut permanemment subir des chocs. Alors, dès les premiers chocs pétroliers, baisse des coûts de pétrole, chocs sécuritaires, ils sont trouvés complètement en difficulté et les projets qu'ils ont lancés n'ont plus prospéré parce qu'ils n'ont même plus pu avoir des ressources pour leur permettre, n'est-ce pas, de continuer, de réaliser les travaux qu'ils avaient, n'est-ce pas, mis en chantier. Conclusion, ils sont lancés dans des prêts tout azimuts. Ils ont endetté le Cameroun à tort et à travers, puisqu'ils sont allés acheter même des eurobonds à 9% pour financer des projets structurants, ce qui est inadmissible, ce qu'on n'a jamais vu. Les projets structurants se financent avec des prêts concessionnels de la Banque mondiale qui sont donnés à moins de 1%. Mais quand ils prennent des prêts à des taux de 9% pour financer les projets structurants, ça devient compliqué. À l'arrivée, on se retrouve donc, et ils sont même allés contacter un pool bancaire où ils ont pris des prêts au taux de l'usure, au taux du découvert, 17-18% pour financer les projets structurants. Conclusion, le service de la dette a pris de l'envergure et la dette elle-même, la dette elle-même n'a pas un niveau très élevé, mais le service de la dette est très élevé, ce qui fait que le fait d'avoir contracté de mauvaises dettes nous amène à constater que dans le budget de l'État du Cameroun, le service de la dette est aujourd'hui de près de 1027 milliards sur un budget de 4500 milliards, ce qui paralyse, donne beaucoup de difficultés, n'est-ce pas, leur donne beaucoup de difficultés, n'est-ce pas, à gérer la République. Alors maintenant, ce qu'il faut noter, c'est que dans cette situation, tous ces projets qu'ils ont mis en œuvre, beaucoup, le port, par exemple, le port en eau profonde, les barrages et tout ça, ils nous ont promis, n'est-ce pas, la mise en service de certains de ces projets, sinon la totalité, vers la fin des années 2016. Mais il se trouve que, à la date d'aujourd'hui, aucun projet n'est mis en service, tout simplement parce qu'il y a eu des retards, il faut trouver des financements, il n'en trouve pas assez, et nous sommes dans une économie totalement en difficulté. Et le choc sécuritaire qui a eu, la crise anglophone, dont tout le monde, personne n'a compris pourquoi nous avons pensé qu'un problème politique peut être réglé que la solution est militaire, mais ils ont pris cette voie, ils nous ont embarqués dans cette piste-là, et se rendant compte qu'ils n'en peuvent plus, ils ont déjà fait 2 ans de guerre, le problème est entier, ça veut dire tout simplement que la solution qu'ils ont cru trouver à ce problème n'était pas la bonne. Alors, face à cette situation, qu'est-ce qu'ils doivent faire?
ils sont complètement dos au mur. Vous voyez que dernièrement, la Banque mondiale, c'était au début août, au début du mois d'août, le Fonds monétaire international, qui avait, dans le cadre de plan d'ajustement structurel, avait autorisé au Cameroun enfin, le plafond de décaissement extérieur qui était autorisé au Cameroun de 596 milliards. On s'est rendu compte qu'ils avaient déjà décaissé 404 milliards, qu'ils avaient fait des émissions pour plus de 294 milliards et que la différence entre... qu'ils avaient déjà engagé 102 milliards de francs de dépassement au début du mois d'août. Le Fonds monétaire international leur a dit de geler, n'est-ce pas, les décaissements extérieurs. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus le droit de décaisser sur l'extérieur. Conclusion, ils sont en difficulté. Ils sont obligés de chercher l'argent partout. Le président est allé en Chine, je ne sais pas ce qu'il a obtenu là-bas, mais ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, le ministre des Finances a écrit au ministre du Plan en début août, je crois que c'est le 9 août, pour lui dire, écoutez, nous n'avons plus le droit de faire ces décaissements-là. Conclusion, il faudrait qu'on arrête, n'est-ce pas, les appels d'offres sur les projets qui ne concernent pas la CAN. On va essayer de voir ce qu'on peut faire avec la CAN. Et je vous assure qu'ils sont presque en banqueroute, ces gens-là. Donc, conclusion, l'économie du Cameroun aujourd'hui est en difficulté. Et si les gens veulent nous faire croire qu'il y a encore quelques espoirs, j'ai suivi le docteur Mongori, ce qu'il dit. Je ne suis pas sûr qu'il parle du Cameroun, il parle certainement de la théorie, mais ce qui est vrai, c'est que le Cameroun aujourd'hui est presque en cessation de paiement, et c'est bien dommage. Hervé, et puis on va reprendre avec le docteur. Je crois qu'il est triste de voir des cerveaux bien formés qui se lancent dans des polémiques inutiles et qui font une juxtaposition d'affirmations gratuites n'ayant pas un lien avec la réalité économique. Je m'excuse, Emmanuel, est-ce que tu connais le montant de la dette du Cameroun global et sa classification au niveau de l'Afrique? Le point n'est pas à ce niveau. Non, il répond, tu connais, oui ou non? Oui, je sais que le Cameroun a à peu près 32% de son PIB de dette. Oui, je t'ai demandé le montant. Le montant, c'est dans les 6 000 milliards. 6 000 milliards, voilà. Ok, c'est exactement 6 527 milliards, d'accord? Et ceux qui connaissent les affaires financières, parce que l'économie, c'est trop général, la finance, c'est un compartiment essentiel de l'économie. Les capacités d'endettement de quelqu'un sont liées aussi à l'utilité des encours de sa dette, d'accord? Et le Cameroun n'a même pas encore utilisé dans les ratios internationaux, ce qui ne sont pas fermés. Donc, je crois qu'il faut être extrêmement prudent et l'économie de barre est quelque chose de très ennuyeux dans le débat public. Deuxième chose, la dette extérieure du Cameroun se chiffre à combien pour dire que nous sommes en cessation de paiement? Mon cher ami, je ne parle pas du montant de la dette. Je te dis le service de la dette. Désolé, quand vous avez un budget de 4 000 milliards, avec 1 025 milliards de services de la dette, vous ne pouvez pas dire que votre économie se tient debout. Je suis obligé d'évoquer ton information pour qu'on soit au même niveau de connaissance de quelque chose. Je parle de la qualité de la dette, je ne parle pas du volume de la dette. Ah bon, okay. Voilà, et donc il faut restituer ça dans le domaine. Je te dispense la réponse, mais je peux te donner quand même la réponse pour montrer que de ce point de vue aussi, nous ne sommes pas mal placés. Je parle sous l'autorité de quelqu'un qui maîtrise ces choses. Le montant de la dette globale du Cameroun se chiffre à 4 956 milliards, disons, arrondissons à 5 000 milliards. Et contre 4 027 l'année dernière, en 2017. Et la dette interne, je vais y arriver, parce que c'est là qu'il y a une différence entre Emmanuel et moi. Il est en train de faire des cours d'économie de développement qui datent du 19e siècle. Moi, j'ai appris dans les finances publiques que j'ai étudié que la dette est vertueuse. C'est l'usage de la dette qui peut se transformer en catastrophe. Nous ne sommes pas dans le même domaine. Le référentiel n'est pas le même. Tu es hors sujet. Je parle de la qualité de la dette, tu me parles du volume de la dette. Comment peux-tu penser qu'on dit la même chose? L'élection présidentielle est une chose très sérieuse pour que ça devienne des bavardages de campus ou de coups de Je suis en train de dire que nous avons encore les capacités d'endettement, mais il faut que cette dette soit vertueuse. Et c'est pour cela que passer la résilience, passer l'épreuve sécuritaire que tu as justement énumérée et d'autres épreuves, nous devons nous investir dans les domaines à haut rendement. Et lorsque tu parles de la nature de l'endettement, c'est discutable. C'est vrai que les projets structurants qui ont besoin de financement long, c'est un risque d'aller les chercher sur le marché financier lorsque les remboursements sont dans les délais courts. Mais c'est un débat qui doit être mené en toute sérénité. Je vais faire court parce que beaucoup de gens risquent de ne pas nous suivre. Tu déclares que l'État est en cessation de paiement. Presque.
je pense que là, tu prends trop de liberté avec le bon sens. Parce que nous connaissons tous, dans les environnements du Cameroun et de la sous-région, des États qui ne payent pas leurs collaborateurs pendant des mois, voire des années. Ce n'est pas le cas du Cameroun. Il faut donc faire extrêmement attention dans le populisme, parce qu'une campagne électorale, ce n'est pas la liberté de dire tout et n'importe quoi. Donc, je pense que notre économie a effectivement des problèmes à résoudre. Notre économie a besoin de retrouver du dynamisme, débarrasser de cette question sécuritaire et y ajouter de la bonne gouvernance. Mais quand on commence à faire les zigzags, mais vous dites que nous sommes en cessation de paiement. Très bien, M. Kouné, vous représentez le SDF. Mais attendez, je crois savoir. Je vais finir. Ouais, vous représentez le candidat Joshua aussi, n'est-ce pas? Je le représente. Enfin, globalement, d'accord, vous le représentez. Vous représentez qui? Alors, je représente le candidat Paul Biya officiellement. D'accord. En ce qui vous concerne, je ne fais pas de commentaires. Nous nous connaissons. Je ne suis pas sûr que vous représentez Joshua aussi. Mais je vous pose une question qui concerne son projet. Oui. Parce que vous êtes venu là pour commenter. Non. Vous êtes venu. Il a fait une affirmation d'une extrême gravité. Nous sommes un pays en faillite. Je D'accord? veux le prouver. OK. Comment vous allez donner 160 000 francs à chaque chômeur ou à chaque... Ça, c'est une autre partie du débat. Non. Pour l'instant, vous ne pouvez pas être dans une entreprise en faillite pour mettre... Non, je voudrais dire un mot. Une seconde. Un petit mot, parce qu'on va oublier. Bon, parce qu'il a dit que le Cameroun avait 560 milliards. Il a, à la date 560 milliards de dettes des PM, des petites et moyennes entreprises. On nous a dit... Non, ça, je n'ai pas parlé. Attendez. Je dis qu'ils sont en cessation de paiement. On nous a dit qu'on devait... Le président de la République, au mois de décembre, dans son discours, a dit que les PME devaient être... La dette de PME devait être payée en priorité. Et le ministre des Finances actuel nous a dit qu'il faisait d'abord un audit. L'audit terminé, les 560 milliards, il a décaissé 30 milliards. Et les PME n'ont eu que 13 milliards. Non, sur 560 milliards. Je vous le dis. Tu manques. Et maintenant, non, tu ne peux pas revenir. dire tu manques. Et je vous le dis. Je dis que tu manques. 13 milliards. Mais toi, tu n'es pas informé. Je ne suis pas. Allez revenir. Moi, je ne peux pas me souffrir de ton ignorance. Tu n'es pas au courant de cela. Tu veux que je fasse quoi? Alors, ils ont décaissé 13 milliards pour les PME. Les PME. Et puis, quand il a fini son audit, il ne nous a pas dit quelles sont les PME qui vont payer. Parce qu'il y a des PME qui sont agonisantes, d'autres qui sont mortes, d'autres qui sont encore... enfin, les PME, ils sont de plusieurs catégories. Donc, toutes ces PME n'ont pas eu d'argent. Et l'État a ruiné ces PME-là. Et l'État n'est pas capable, n'est pas en train de les payer. Vous pouvez demander aux chefs d'entreprise, ils vous diront que sur les 560 milliards, ils n'ont décaissé. Je peux t'apporter les... Moi-même, j'en suis un. Ils n'ont décaissé que 13 milliards. Oui, exact, mais c'était une avance. Mais alors, sur l'urgence. Quand... Non, l'enquête n'est pas terminée. Monsieur Kouné, dois-je vous informer des choses que vous n'avez pas en information en temps réel? C'est un processus qui est en cours. J'ai été à la réunion au GICAM, en présence du ministre, exactement comme tu l'as dit, et les acteurs de l'économie. Il y a un problème sur la facture des sous-traitants dans ce pays. Ça fait partie, si on est calme, des débats qu'on doit envisager pour les perspectives demain, afin que l'économie soit huilée. Parce qu'une économie qui est bloquée parce que les sous-traitants se meurent, ça n'a pas de perspective, parce que eux qui emploient, c'est eux qui sont des gisements d'emploi. Là, c'est pertinent. Mais quand tu dis que les PME sont mortes, d'abord, je voulais te rappeler que ce sont des dettes dont certaines datent depuis 20 ans, et que si ces entreprises étaient mortes, personne ne réclamerait rien, et qu'aujourd'hui, c'est simplement de changer la donne pour qu'en fait, les délais de paiement qui, dans une économie dynamique, devaient être 90, 120 jours, ne se transforment pas en années, voire en décennies. Voilà. Mais merci enfin. Merci enfin parce que nous avons assisté à une sorte de pugilat pendant un certain temps entre deux personnalités qui ont vous avez tout le temps pour ajouter du vote. Je voulais ajouter à la suite de ce qui a été dit tout à l'heure que c'est bien qu'on ait des experts en finance et en économie et que ce soit le régime justement qui les ait, ces experts-là, et nous sommes heureux d'en avoir un sur le plateau, qui maîtrise exactement comment est-ce que l'endettement doit se faire, qui maîtrise la qualité de l'endettement, qui savent que ça doit être vertueux. Nous sommes assez heureux d'avoir ce genre d'experts-là du côté du pouvoir. Mais nous sommes aussi déçus de constater que toute cette expertise n'a servi qu'à nous servir, si vous me passez l'expression, un document de stratégie pour la croissance et l'emploi qui lui-même est devenu une sorte de mort-née. Parce qu'aucun de ces objectifs programmés n'a été finalement atteint au jour où nous parlons, au jour d'aujourd'hui. Dites-moi, s'il vous plaît,
je parle vraiment avec beaucoup de respect parce que vous êtes tous mes aînés sur ce plateau. Dites-moi s'il vous plaît, quand on promet un tramway en 2011, Dans quelle ville? à Yaoundé, et qu'au jour d'aujourd'hui, en 2018, on en est encore à parler du problème de transport urbain. Je veux bien que ce soit de la science-fiction, que ce soit de la juxtaposition, voyez-vous, d'un certain nombre de faits divers. Je veux bien, mais sauf que nous parlons quand même d'un sujet sensible. Parlons encore une fois du porte-monnaie. On aura beau mystifier l'économie, M. Dipita, on aura beau mystifier la finance, mais ça reste avant tout la question du porte-monnaie. La question est simple donc. Cela étant dit. Non, pour vous, la finance se réduit au pouvoir d'achat. Hervé, Non, je pose une question. laissez-moi vous poser les questions. Pour vous, la finance, c'est le pouvoir d'achat. Vous prendrez la parole quand je vous la donnerai. Vous terminez. Heureusement que vous n'êtes pas comme les sous-préfets qui nous interdisent nos Non, allez-y, manifestations sur le terrain. Parce que moi, je n'ai pas interrompu. Allez-y, Non, allez-y. vous ne m'avez pas interrompu parce que vous n'avez rien à dire. J'apprécierais beaucoup, Allez-y. Monsieur Hervé Emmanuel, comme avec votre respect, que vous ne m'interrompiez pas. Parce Non, que je vous arrête quand j'entends quelque chose qui Je perturbe. vous laisse donc Non, finir. laissez-moi Je vous laisse mon temps de faire parole. Allez-y. Laissez-moi réguler le plateau. Allez-y. Alors, je vous Poursuivez. disais que les questions économiques, on peut balancer les chiffres pour donner l'air de maîtriser la chose. Vous n'êtes pas à l'aise avec les chiffres. Ouf. Je me suis promis de ne pas répondre aux attaques qui, je sais, Non, c'est qui, pas une je sais, attaque, je seront pose la question. un peu pour faire la diversion. Eh, Parce que prenez nous la parole parlons de quand je vous la donne. parce que nous parlons de choses qui concernent les populations vraiment dans leur être propre. Si elles n'ont pas de quoi subvenir à leurs besoins, toutes les théories, celles de M. Cougnier et celles que vous avez vous-même apprises, je crois pas qu'elles serviraient beaucoup. Alors, je voulais réagir simplement pour dire que mettons souvent de l'eau dans notre vin quand nous parlons aux Camerounais. La science-fiction, je suis désolé, c'est le gouvernement qui nous l'a servi. Et il nous le sert encore depuis 36 ans. Et je chute par là pour sortir en disant que effectivement, l'élection présidentielle qui arrive, celle du 7 octobre, va nous permettre de résoudre un autre point qui ponctionne, je dirais, les caisses de l'État, c'est-à-dire la guerre. Mais je suis de ceux qui sont convaincus que ce n'est pas ceux qui ont créé la guerre qui peuvent la résoudre. Donc, vivement, effectivement, que le 7 octobre arrive et que nous puissions donner la chance aux amateurs, parce que les experts ont échoué. Les experts ont échoué depuis 36 ans. Donner la place aux amateurs qui, eux, par contre, savent très bien où est-ce que ça fait mal quand on parle d'économie. Prof, Juste deux remarques. Déjà, concernant le document de stratégie pour la croissance et l'emploi, il faut dire que c'est un document qui a été préparé en 2009. Et le planificateur n'est pas un devin. Le planificateur, il travaille à partir d'hypothèses. Les hypothèses étaient certainement optimistes. Il ne s'est jamais imaginé qu'un de ces jours, la Chine allait renverser son paradigme de croissance. Personne ne s'est imaginé qu'un jour, la Chine, au lieu d'exporter, va plutôt insister sur un modèle de l'offre, donc tiré par l'investissement. Je pense qu'il faut être un peu prudent. Ce document, c'est fait par certains experts qui sont partis de certaines données. Avec un dollar à 70. Le dollar était 70, 75, 80. Je pense que à partir de ça, il faut que les Camerounais comprennent que en fait, ce document n'est pas mauvais parce qu'il a été mal fait, mais parce que personne ne pouvait se projeter dans le temps. Première des choses. Deuxième chose, il est important de noter que quand il y a un retournement de tendance sur les marchés mondiaux, ça affecte pas seulement le Cameroun, ça affecte tous les pays de l'Afrique. Les 500 plus grandes entreprises africaines ont perdu 30% de leur chiffre d'affaires depuis la chute du prix du baril. Et ça a impacté également négativement sur les 500 plus grandes entreprises du monde qui ont perdu également 8 à 10% de
leur chiffre d'affaires. Donc, c'est bien que les Camerounais le sachent. Hein. Le problème du Cameroun n'est pas un problème essentiellement camerounais. C'est un problème global. Lorsqu'il y a ralentissement au niveau d'un grand État comme la Chine, tous les autres subissent directement. Mais quelle que soit l'orientation politique que vous donnez à votre politique économique, c'est pour cela que je dis ceci. Les politiques économiques, elles ont été assez bien mises en place. Elles ne vont pas donner le résultat escompté à la date qu'on attendait. Mais même si on ne parvient pas à arriver à 4%, 5% de croissance, ça ne veut pas dire qu'on ne fera pas 10% de croissance. En fait, personne n'a attendu l'Éthiopie. L'Éthiopie qui carbure à 10% depuis une dizaine. Non, c'est dû justement au fait qu'ils ont remodelé leur politique économique. Les politiques économiques sont rémanentes. Celle de la décennie d'avant détermine à 85-90% celle de la décennie d'après. C'est pour cela que nous pouvons dire les projets ont été arrêtés au Cameroun, pas parce que quelqu'un voulait que ça s'arrête, mais parce qu'il y a eu quand même des crises sécuritaires, des crises séparationnistes, il y a même eu des crises climatiques. On ne le dit pas souvent. Oui, la récolte dans le et même les crises migratoires, parce qu'en fait, il y a un flux énorme de gens qui sont arrivés au Cameroun, et tout ça, il faut prendre en charge. Donc, quelque part, les Camerounais doivent le savoir, ça va bien aller, parce que beaucoup de choses sont déjà orientées dans la bonne direction. Vous ne pouvez pas changer la situation des Camerounais aujourd'hui si vous ne faites pas une remontée en gamme dans les chaînes de valeur. Si vous ne vous industrialisez pas, vous ne pouvez jamais vous industrialiser si vous n'avez pas un stock d'infrastructures spatialement collectives suffisamment important, dont l'énergie, le port, les routes, la fibre optique. Ça, c'est les éléments essentiels d'une industrialisation. Je crois que c'est pour cela que je dis que ces éléments sont en train d'être mis en place. C'est pas fini, mais... Monsieur Mongouli a 36 ans. Allez-y. Donc, je nous vais embarquons pas dans ce Donc, nuage-là. Ça, c'est du nuage. Non, mais... Allez-y, prof. C'est le nuage, ça. Donc, aucun pays... Il y a 36 ans. Aucun pays ne peut jamais s'industrialiser. Aucun pays dans le monde ne peut s'industrialiser sans énergie. Aucun. Et là, je dis grand merci, pas aux Camerounais, mais à la Chine, qui a quand même donné 5 barrages au Cameroun. 5 barrages. Donc, 3 qui sont en train de terminer. Et il y a celui de Ouaragh-Bini et Nakchigal. Pour rebondir de façon subtile sur la question de Emmanuel Kounié, vous dites ça va aller, on a bien envie de se demander quand. Je dis quand on regarde. Jamais avant 2020. C'est pas possible. Même en 2020, il n'y aura rien. Pas et on ne va pas vous attendre avec cette histoire-là. Nous pensons que... Hervé, cependant, terminez. Il a posé une question essentielle, lui, concernant la congestion. C'est important. Ça, c'est des domaines sur lesquels on devrait naturellement insister aujourd'hui. Parce que la congestion routière, c'est un gros killer. Nous le savons tous. Elle ralentit énormément et elle alourdit la distance économique et ralentit la croissance. Moi, j'essaie juste de passer un message que ça devrait être une priorité des priorités. Si nous voulons rester compétitifs dans la concurrence internationale des grandes cités africaines, aujourd'hui, la ville de Douala est en train de perdre beaucoup de terrain. Elle ne peut pas attirer beaucoup d'investisseurs parce que la distance économique est lourde, les coûts de transport sont élevés, nous le sentons tous. Je pense que s'il y a un programme qu'il faut mettre dans peut-être le plan d'urgence X ou Y, c'est surtout les investissements d'infrastructures dans la ville de Douala, avec des toboggans, des giratoires,
des voies de contournement, il nous faut ça, absolument. Hervé, c'est plus prioritaire que les pavés qu'on pose partout. Non, mais moi, je suis heureux que le professeur amène un peu de bon sens dans ce débat, parce que nous ne pouvons pas nous renvoyer la responsabilité comme ça. Et encore, quand on a fini de le dire, on n'a pas résolu le problème. Il est tout à fait sûr qu'en matière économique ou financière, les investissements n'ont pas une réponse immédiate. Et dire définitivement, d'une façon péremptoire, que telle chose a échoué, je pense que c'est prendre trop de liberté avec la vérité. Quand j'ai fini de le dire, nous devons aussi être au moins d'accord sur un minimum. Vous ne pouvez pas en même temps répondre à la question sécuritaire. Il n'y a pas de développement sans sécurité. Il n'y a pas de développement sans sécurité. Et aujourd'hui, la question sécuritaire est une mise en parenthèse de notre développement. C'est ce qui n'explique pas tous les échecs. Parce que, par exemple, dans la question du transport, effectivement, on n'a plus de retard, que ce soit dans les différentes infrastructures, chemins de fer, routes, voire même aéroports et ports. Vous savez, moi, quand j'étais jeune banquier, on parlait de grands ports en eau profonde de Bébinga, comment ça s'appelait? Baringa, ça avait un nom. Et le dossier arrivé à Paris était un dossier à l'époque qui demandait un investissement de 400 millions de dollars. Et on a pris du retard. Et lorsque finalement le gouvernement a décidé de s'investir dans ce port en eau profonde avec la situation de Douala qui est ensablée dans son chenal, ça a coûté 10 fois plus cher au minimum. Donc, si on prend du retard dans un investissement, on prend du retard. Mais pour ne pas faire dans la science-fiction, même si le monde ne plaît pas à tout le monde, c'est qu'il faut savoir qu'on est dans une économie de guerre. Et dans une économie de guerre, l'État est obligé de laisser les priorités. La principale, c'est la sécurité nationale, l'unité du pays. Et dans cette sécurité, on prend aussi du retard dans ces échéanciers parce que vous rendez compte, parce que ça nous touche tous, et c'est vrai que les embouteillages dans une ville comme Douala deviennent un obstacle à la croissance, à l'économie. Personne n'a chiffré les retards au travail, personne n'a chiffré les accidents que ça crée. Ça a un coût même sur le plan du budget sanitaire. Donc, on prend du retard, mais c'est le prix à payer parce qu'il faut d'abord qu'il y ait la stabilité pour renouer avec une économie classique dans laquelle on va avoir un ordre bien donné. Donc, je ne dis pas cela pour excuser la demande sociale et je suis d'un milieu... non plus pour justifier le fait que nous en soyons là. Non. Je suis issu d'un milieu modeste, même si j'ai fait le pas que j'ai fait, le chemin que j'ai fait par mon propre travail, je vois tous les jours des gens qui ont besoin des moyens pour se soigner, pour se guérir. Et le pouvoir d'achat est effectivement quelque chose d'essentiel. Mais le pouvoir d'achat ne se décrète pas. C'est en donnant du travail à tout le monde qu'on crée le pouvoir d'achat. Et quand j'entends certaines personnes ici, c'est facile de dire « Oh, nous, installez-nous au pouvoir, vous irez au paradis à pied. » Mais je suis désolé, moi je suis un chrétien. J'ai appris, et on ne m'a pas encore prouvé le contraire, que pour aller au paradis, le minimum c'est qu'il faut mourir. Donc travailler. Juste une petite relance et puis juste une petite seconde. Et puis on passe aux propositions. Je voudrais rappeler aux uns aux autres qu'entre 1960 et 1992, la croissance médiane des pays en développement était de 0%. Oui. Et pendant ça, le Cameroun a fait des crêtes de 7% parfois. De 0%, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les pays en développement ont globalement reculé. Confisqué, hein? Ils ont stagné globalement. Nous appelons les années 80 et 90 les 2 décennies perdues pour la croissance. Ça ne concerne pas que le Cameroun. Et pour le développement. Pour le développement. La croissance et le développement. Ça concerne tout le monde. C'est bien que les Camerounais le sachent. Qu'ils sachent que ça freine, ça va lentement un peu partout. Cependant, il y a eu un sursaut que personne n'attendait. C'est l'introduction du téléphone portable qui nous a apporté à chaque pays africain. En fait, la relance que nous connaissons depuis 2000 s'explique essentiellement par l'introduction du téléphone portable qui a apporté 1 à 4 points de pourcentage de croissance supplémentaire à chaque pays. Et aujourd'hui, les pays, c'est pour cela que c'est important de noter que les équipements comme
les fibres optiques sont essentielles. Ça vous permet de franchir, d'entrer dans le wagon, le peloton de tête et arriver à la frontière de la croissance, Ok. de l'innovation technologique. Donc, c'est important de savoir que tous les pays africains aujourd'hui en sont conscients. La numérisation est importante. Aucun pays ne progresse sans avoir intégré suffisamment de progrès technique. C'est le progrès technique, le niveau de croissance de la productivité qui fait la différence entre les économies. Merci, mais je suis pas du tout en désaccord avec vous, docteur. Lorsque vous indiquez, vous touchez du doigt les priorités qu'il faut toucher, on est parfaitement d'accord là-dessus. Je voulais juste corriger une petite chose, si ça m'est permis. Je n'ai pas prétendu que une planification serait une activité de divination. Non, la question n'est pas là. La question n'est pas de se dire, ce n'est pas parce qu'on a prévu ceci au 2SCE qu'on va forcément l'atteindre. On tient compte, y compris des variables lorsqu'on planifie. Et le plus important n'est pas la planification seulement. C'est que maintenant, quand les contre-coups arrivent, il faut savoir réagir. Parce que nous avons comme le sentiment que nous expliquons tous nos retards, toute notre contre-performance par les contre-coups conjoncturels qui sont intervenus lors de l'exécution du DSCE, pardon. Mais, excusez-moi. Et puis, vraiment tout à fait autre chose pour sortir sur la question. On a eu la décennie avant 90, comme vous le dites, de croissance zéro. Oui. Et après, on a connu des pays qui ont réalisé ce que moi j'appelle des miracles. On a connu le Rwanda, qui, il ne vous a pas échappé, que dans les années 94 a connu un génocide. Mais le Rwanda, au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire curieusement en 2018, comme le Cameroun, pendant que le Cameroun accuse, n'est-ce pas, la conjoncture, accuse les contre-coups, accuse le changement de la politique chinoise, etc. Pendant ce même temps, le Rwanda, lui, réalise des performances économiques importantes. Pendant le même temps, la Côte d'Ivoire, qui sort elle aussi de guerre, réalise des performances économiques importantes. À moins que on me dise le contraire ici. Si, je peux vous dire. Je ne parlerai pas du Kenya, qui aussi a connu des situations troubles récemment. Quand je dis récemment, c'est à moins de 10 ans. Nous sommes un pays qui se comporte comme quelqu'un qui se dit « Ok, je n'ai pas réussi à réaliser mes objectifs de ce mois parce qu'il a plu. Oh non, il n'a pas plu comme je pensais, etc., etc. » Non, il ne s'agit pas de cela. Maintenant, encore une fois, nous pensons que certains sont très attachés au terme de la science-fiction. Soit, si vous pensez que c'est de la science-fiction, libre à vous. Nous attendons depuis 36 ans que vous aussi, vous essayiez de faire autre chose que de la science-fiction, mais nous ne voyons pas grand-chose bouger de ce côté-là. Bon, je voudrais dire que c'est bien expliqué, mais il y a des faits qui sont têtus. Quand la Chambre des comptes de la Cour suprême, la Chambre des comptes de la Cour suprême du Cameroun, écrit dans son rapport que de 2011 à 2015, les marchés fictifs passés par ce gouvernement, c'est de l'ordre de 5 000 milliards. Et que pour l'année 2015 seulement, il y a eu 926 milliards de marchés fictifs, c'est-à-dire de marchés fictifs qui ont été payés. Quand le président de la République, votre chef, votre champion de votre parti, c'est pas le vote. Il est du ADPC de toute façon. Ah bon, c'est pas le vote. En 2008, je discute avec vous pourquoi. En 2008, monsieur, tu es mon président de parti. Pourquoi tu veux que le monsieur soit lui le président de la République? Je dis le président de la République. Mais je dis votre chef. Quand même. Quand il prend sur lui de créer la caisse de dépôt et de consignation, sur un texte en 2008. Et puis, il sait bien quels sont, n'est-ce pas, les fonds qui vont renflouer cette caisse de dépôt et de consignation. Et que, je crois que c'était en 2012, il crée l'organe, il crée un texte, il fait passer un décret qui organise également cette caisse de dépôt et de consignation. Et que les experts nous disent que ce qui est perdu pendant les 5 années qu'on n'a pas désigné les responsables de cette caisse de consignation,
c'est entre 6 800 et 9 000 milliards. C'est-à-dire l'argent, et puis il faut voir qu'est-ce qui doit rentrer dans cette caisse. 9 000 milliards. 9 000 milliards, monsieur. Les greffiers dans les tribunaux sont des régisseurs de recettes. Oui. Ils ont de l'argent dans le tiroir. Oui, Tous les dépôts, toutes les consignations, personne ne sait comment ils gèrent cela. Les notaires, les huissiers, tous ceux qui... Les comptes dans les banques, toi tu es banquier, les comptes dans les banques, les comptes non mouvementés, les entreprises publiques, devraient être reversés dans les caisses de consignation. Quand tout cet argent se retrouve entre les mains des personnes inexpertes, qui manipulent au vu aussi de tout le monde, et quand tout cela fait en sorte qu'il y a une masse de trésorerie qui circule dans la périphérie du circuit économique, vous venez nous dire qu'il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela, ce n'est pas l'argent qui manque au Cameroun. Donc tous ces projets devaient être réalisés, devaient arriver à terme, même l'endettement dont nous faisons l'objet, on ne devait pas s'endetter parce qu'on avait les moyens suffisants pour pouvoir, n'est-ce pas, réaliser ce projet-là. Donc c'est ce gouvernement et le casting qui nous gouverne, qui nous torpille et qui nous met dans cette situation. Donc il faut comprendre que c'est votre gouvernement qui doit débarquer parce qu'ils ne comprennent rien sur le sujet, ou ils sont de mauvaise foi et ils distraient l'argent qui devait servir pour faire pour mettre sur pied pour mettre en œuvre toutes ces infrastructures, dans les routes et tout cela. Avec tous ces milliards, là, ces milliers de milliards, nous ne serions pas dans cette situation. Donc il faut comprendre que nous avons affaire d'abord à un gouvernement où M. Biya s'en va créer un gouvernement de 65 ministres. Dans un pays comme le Cameroun, on n'en a pas besoin. Nous, dans notre programme, nous proposons 20 ministres. Très bien. 20 ministères. Alors, on va aller au ministère de l'Éducation de base, ministère de l'Enseignement secondaire, ministère de l'Enseignement supérieur, ministère de la Recherche scientifique et technique. Ça, c'est un seul ministère. Alors, le ministère de la Formation, ça fait 5 ministères. Emmanuel... Donc, ce type de gouvernement, c'est un gouvernement de gabegie. Et ce gouvernement n'a rien à faire là. Tout ce que le docteur Mongori est en train de dire, c'est vrai. Mais ce qui est vrai, c'est que les fonds pour résoudre ces problèmes existent et ils ont laissé ces fonds circuler dans la périphérie du circuit économique. Ce n'est pas contrôlable et c'est les fonds de détournement de corruption, puisque le fonctionnement de ces régimes est consubstantiel à la corruption. C'est un régime qui ne vit que de la corruption et ce régime-là ne doit pas continuer. Bon. Alors moi c'est extraordinaire parce que Emmanuel ne se rend pas compte et au bout de 2 minutes, il répète 3 fois la même chose. C'est pas grave, je suis habitué avec lui. Ce sont les injures qui me gênent. Je vais répondre à la première interrogation. Notre compatriote du MRC, je ne retiens pas bien son nom. Maître Roland Djiro. Maître Djiro a dit tout à l'heure quelque chose, que comment il explique que le Rwanda fasse la croissance que la Côte d'Ivoire. Je suis heureux qu'il ait pris ces 2 exemples. Parce que peut-être il n'a pas... en physique, quand on atteint le fond, on ne peut que remonter. C'est la loi de la physique, elle est valable en économie. Quand vous êtes dans un pays, tu le sais, Emmanuel. Bon, si je transpose, nous, on attend la remontée. Non, attendez que je dise. Je vais aller jusqu'au bout parce qu'il dit quand même des choses, il faut quand même qu'on le dise. Allez-y. Donc, quand vous avez un pays qui sort d'une situation de guerre où elle atteint le fond, on ne faisait plus de la croissance, le moindre mouvement d'investissement booste la croissance. Ça, je crois que tu as étudié ça, toi qui étudies l'économie. Bon, donc c'est le cas du Rwanda, la Côte d'Ivoire, chers compatriotes. Maintenant, il est tout à fait sûr et certain, malgré le ton que je n'accepte pas d'Emmanuel, pour dire qu'il y a aussi des éléments de mauvaise gouvernance qui ont fait que notre économie, malgré sa résilience, pouvait se porter mieux. Nous ne disons pas autre chose, Emmanuel. Mais nous ne proposons pas la brutalité pour résoudre ce problème, parce que comme tu l'as énoncé tout à l'heure, ce sont des Camerounais qui l'ont fait, contrairement à ce que tu dis. Ce n'est pas une politique du RDPC, puisque tu veux absolument qu'on revienne dans un débat partisan, alors que je croyais qu'on allait d'abord parler de la théorie avant de venir aux propositions. Ce n'est pas une politique du RDPC. J'ai les 30 objectifs qui vont être annoncés par le président dans la prochaine campagne et qui sont chiffrés, qui n'ont rien à voir. Et je m'excuse, compatriotes, ne prenez pas mal mon expression science-fiction. Nous savons dans les milieux spécialisés de la finance qu'on peut faire la finance fictive aussi. Il y en a qui dorment en gagnant de l'argent. Mais quand on est dans la finance, l'économie de développement, il faut faire des choses qui sont concrètes. Les matières premières n'ont de valeur que lorsqu'elles sont exploitées. Et pour les exploiter, il faut des routes, il faut de l'électricité, il faut beaucoup de choses. Il y a toutes ces conditions que nous devons remplir pour accéder vraiment. Bon, maintenant, si vous voulez prendre notre place pour manager, au lieu de continuer à passer votre temps à insulter les personnes, à faire preuve de grossièreté, mettez sur la table vos projets et qu'on les chiffre si, à l'alternative, on est gagnant. Vous allez demander un bilan à vous quelqu'un comprenez? qui n'est pas Non, je ne demande aucun bilan parce qu'ils n'en ont pas. Justement, certains d'entre eux, non, certains ont été aux responsabilités, mais ils se renient, ce sont des nouveaux-nés. Vous comprenez? Moi, je connais des camarades d'Emmanuel, et lui et moi, nous les connaissons,
qui ont des entreprises en faillite et certains d'entre eux qui sont les meneurs n'ont pas payé leurs salariés depuis des mois. C'est possible. Bon, ok, je suis content. Alors je termine sur ce point. Je termine sur ce point pour dire ceci. Emmanuel, oui, il faut regretter le fait que des institutions qui pouvaient jouer un rôle central, comme la Caisse de dépôt et de consignation, ne soient pas encore mises en place. Je te le concède. Pourquoi? Je te le concède parce qu'il y a parfois un laisser-aller administratif et des forces. Ce serait quoi son rôle, cette caisse? Le rôle de la Caisse des dépôts, Emmanuel a commencé à le dire, mais dans son ton, je vais le dire sereinement, c'est une institution qui est essentielle et qui a participé au développement des pays comme la France. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'essentiel de l'activité génératrice de revenus est faite par l'État et ses démembrements, l'État est en droit de mettre les fonds qui en découlent dans une institution qui va les magnifier pour des projets tels que la construction de bâtiments. N'oubliez pas, la SIC est une création de la Caisse des dépôts de consignation et des dépôts de consignation en France. Donc, Emmanuel a tout à fait raison. Il faut regretter qu'on n'ait pas encore implémenté ce projet qui est essentiel parce qu'il pourrait donner à l'État des capacités d'abord d'emprunt qui sont supérieures à ce que manifeste. Qu'est-ce qui bloque sa mise en place? Ce qui bloque, c'est que vous avez de bonnes idées qui arrivent et vous avez des lobbies, des gens qui n'ont pas intérêt. Parce que, moi, je vais vous dire tout. Emmanuel n'a pas... Non, on n'appelle pas ça gouvernance. On appelle ça simplement un conflit d'intérêts dont certains gagnent sans avoir la légitimité pour le gagner. Emmanuel a dit quelque chose tout à l'heure. Personne ne peut nous dire le montant exact des sommes qui sont en consignation depuis l'indépendance. Dans les tribunaux, dans les entreprises publiques. Et vous savez, vous, que jusqu'à une date récente, l'argent que plaçaient les banques, le trésor public dans les institutions n'était parfois même pas rémunéré. Absolument. Vous comprenez? Donc tout cela, Emmanuel, ça n'a pas lieu d'être dans un débat idéologique. Nous devons seulement dire qu'il faut que ça cesse. Fort de cet état des lieux de l'économie qu'on vient de faire en pratiquement 60 minutes, il nous reste environ 55 minutes. On va essayer de faire un parallèle entre la situation qu'on vient de décrire et certaines propositions qui sont sur la place. Éventuellement voir leur matérialisation, si elle peut être effective en termes de lutte contre le chômage, d'industrialisation, d'augmentation du SMIC, de relèvement du salaire des fonctionnaires. Emmanuel Cougnier, sur cet ensemble de propositions-là, est-ce que vous pensez que la structure de l'économie actuelle, son mécanisme au regard de nos engagements, beaucoup estiment que nous avons une marge de manœuvre assez agréable. Le prof nous dit qu'en 2020, on va mieux respirer. Même en 2019. On renoue avec la croissance. Est-ce qu'on peut être optimiste? On ne peut pas être optimiste avec ce régime. Parce que... pas systématiquement le régime. Non, on ne peut pas être optimiste. Ouais, bien que s'il n'y a pas de réforme profonde, on ne peut pas être optimiste. Voilà. Vous savez, dans d'autres pays, prenons par exemple le cas de pays comme le Nigeria, le Ghana, même le Gabon à côté, il y a une loi d'orientation sur le contenu local. C'est quoi le contenu local? Le contenu local, c'est la capacité locale de production. Et vous allez voir que dès qu'on met sur pied une loi sur le contenu local, on arrive à dire, par exemple, que l'administration ou bien l'État se donne l'obligation de ne plus consommer des produits importés quand il y a des nationaux, des PME qui peuvent, n'est-ce pas, produire ces choses. Par exemple, au Nigeria, le produit de bois, par exemple, les chaises, les tables et tout ça, au Nigeria, vous ne pouvez pas acheter une table importée pour mettre dans un service administratif. Tout à fait. Donc la loi sur le contenu local, on peut le développer dans beaucoup de domaines et ça permet, n'est-ce pas, aux PME d'être prioritaires, n'est-ce pas, dans le carnet de commandes de l'administration de commandes publiques. Et il faut également que l'administration ne soit pas comme l'administration camerounaise aujourd'hui, qui a 560 milliards de francs à payer aux PME et qui refuse de les payer parce que si ça se passe comme ça, justement, ces PME vont avoir les commandes, mais les PME ne seront pas payés. Donc, il faudrait qu'il y ait toute une réforme. Ailleurs, les gens, non pas seulement mettre sur pied cette loi, mais ils essaient aussi d'avoir un office
de faillite et de poursuite, qui est encore un organisme de l'État, qui s'interpose au cas où, n'est-ce pas, l'État ne paierait pas ses dettes. Par exemple, je vais vous prendre un exemple. Vous appelez, ce n'est pas de la publicité, vous appelez, je ne sais pas, une entreprise qui fait une imprimerie. Une imprimerie Cougnier. Vous allez fabriquer, vous allez avoir une commande à Askini Ankorat. Vous livrez la commande. Askini Ankorat, ça va construire le stade de Limbe. Et l'État ne paye pas Askini. Askini ne me paye pas. Et quand les impôts arrivent, la première chose, on me ferme et puis je mets 10-15 personnes dehors. Alors, justement, cet office joue les interfaces entre tout ce monde-là pour que de telles situations ne se produisent pas. Et quand on se rend compte que la PME veut mourir, elle a la possibilité d'accompagner cette PME, quitte à ce qu'au moment de la payer, on tienne compte de tout ce qui s'est passé. Donc, il faudrait encadrer les PME, leur donner la priorité, n'est-ce pas, dans la commande publique, et puis cela peut s'étendre dans plusieurs domaines. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on crée les emplois. Dans le contexte actuel du Cameroun, on ne peut pas créer les emplois. Ce qu'ils font là, ils recrutent des gens dans les ministères. Ça, c'est prendre encore des gens qui vont rester devant les portes et puis prendre 1000 francs aux gens pour les machines, tout ça, et compliquer la situation. Ces gens qu'on recrute dans l'administration n'ont rien à faire là-bas. Et maintenant, quand ils disent qu'ils créent les PME là, parce que j'ai suivi la dernière fois, le président de la République disait qu'on a créé 300 combien de milliers d'emplois. Mais ces emplois, pendant qu'on crée les CPME, pendant qu'on avance, les PME créées sont en train de mourir derrière, pendant qu'on est en train de compter les autres PME qu'on a créées. Donc, quand ils disent qu'ils ont créé 300 PME, en réalité, à la fin de l'année, il y a une dizaine, une quinzaine de PME. Donc, ça, c'est un système. Ça, c'est un système totalement hors sujet. Mais toi, tu parles depuis aujourd'hui. Ça, c'est un système qui ne peut plus être opérationnel. Et nous avons pensé que la centralisation que vous avez mis en place, le système jacobien, le centralisme excessif, ne peut plus fonctionner. Il est essoufflé. Oui. Vous ne pouvez plus penser que vous allez rester à Yaoundé et faire tout ce que... Les Ngannou du Messi vont venir faire des routes à 9 km de route à 43 milliards, etc. Vous ne pouvez pas gouverner le Congo. Non, vous ne pouvez pas gouverner le pays avec cela. Ce n'est pas possible. Donc, c'est pour ça que nous proposons qu'il faut sortir de ce système. Ça fait son temps. Et je peux même vous dire que si en 72, Haïdjo n'avait pas commis l'erreur d'enlever, de mettre fin au fédéralisme pour mettre l'État unitaire, aujourd'hui, si le fédéralisme avait persisté, s'il n'était pas rentré dans cet obscurantisme-là, aujourd'hui, le Cameroun aurait 10 États fédérés. Le Cameroun serait bien développé. Bon, tu es fait dans la sorcellerie. Moi, je suis obligé de répondre parce que là, nous tombons dans la sorcellerie. Autant je peux comprendre que Emmanuel s'avance sur des choses sur lesquelles nous n'avons pas de débat. En réalité, dans une situation comme la nôtre, il faut qu'il y ait la commande publique, les entreprises nationales soient prioritaires. Et surtout privées, surtout les PME. Donc là, il n'y a pas de problème, mais je crois que c'est l'esprit de la loi. Il n'est pas normal que les bureaux qui sont financés par les impôts des Camerounais, on aille acheter la marchandise dans un pays ailleurs. C'est quand même un non-sens. Mais maintenant, je pense que passer toutes ces affirmations qui enfoncent la porte ouverte, moi, je suis obligé de me substituer pour vous poser quelques questions. Je suis à vos Parce que votre sport, c'est critiquer Je vous permets les questions pour mieux comprendre le débat. Votre sport, c'est critiquer le RDPC, mais maintenant, je vais vous demander avec au moins le peu que vous avez déjà déclaré que vous voulez faire, si vous êtes en capacité de le faire dans ce Cameroun, à moins d'avoir un Cameroun imaginaire, je m'excuse maître, que nous ne connaissons pas. Monsieur Kouné, savez-vous le classement du Cameroun dans les pays endettés en Afrique? Le Cameroun est 10e. Vous comprenez? Il est 10e sur les 42 pays en Afrique. Et derrière des pays comme l'Angola qui ont 27 883 milliards de dettes, vous avez cité le Nigeria, très bon exemple. Connaissez-vous la dette du Nigeria? La dette est vertueuse, vous l'avez dit. Ah ben voilà, quand ça vous arrange. Oui, mais la qualité de la dette, quand c'est une mauvaise dette... Tu étais un très bon étudiant. Non, laisse tranquille, tu ne peux pas être Nigeria, je t'informe. Non, tu ne peux pas. Tu n'as même pas les moyens de l'être. Mais je veux te dire que... Je t'informe. La qualité de la dette... Laisse-moi parler du Nigeria, parce que ça te gêne. Oui. Le Nigeria a 16 703 milliards de dette intérieure. D'accord? Et parlons par la masse salariale. Alors moi, je te pose une question. Oui. Quand vous avez promis de donner 160 000 francs de SMIC à tous les travailleurs au Cameroun, dans le pays que tu as déclaré, dans le monde entier, parce que STV est suivi partout, les Camerounais dans le monde, et tout le monde nous suit, dans un pays en faillite. Vous allez fabriquer la fausse monnaie, ou comment vous faites pour donner 160 000 J'ai l'impression que tu ne m'as pas suivi. Non. Je réponds. Écoute, je vais aller jusqu'au bout de ma question, parce que tu n'as pas le monopole de la confiscation de la parole.
lorsque vous dites que vous donnez 160 000, le SMIC actuel, professeur, sous ton contrôle, sous votre contrôle, pardon, même si on se tutoie en privé, est de 28 000 quelque chose, n'est-ce pas? Donc vous allez faire migrer tous les hommes qui sont dans cette tranche qui touchent moins de 160 000 vers les 160 000. Nous avons fait des évaluations pour savoir combien ça va coûter. Vous voulez que je vous dise? Oui. Et vous allez fabriquer la fausse monnaie. Ça va coûter près de 30 000 milliards. 30 000 milliards. Vous avez la masse salariale actuelle au Cameroun supportée par l'État est de 6 milliards. D'accord? Et là-dedans, ça ne représente que 6,30 du PIB. Vous allez faire en sorte que la masse salariale va écraser même le PIB qui n'existera plus pour un siècle. Vous voulez ruiner le Cameroun? Vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Voilà. Vous n'avez pas transformé votre ignorance en science. Permettez-moi d'expliquer. Non, tu ne peux pas dire ça. Ni ma carrière, ni ma carrière. Non, attends. Ni tu ne peux pas dire que vous ne nous laisserez pas. Je voudrais vous dire, nous ne parlons pas de la même chose. Allez-y. Le SMIC, c'est le salaire minimum interprofessionnel garanti. Oui. SMIC avec G ou avec C? Chez nous, c'est le SMIC avec C. C'est le salaire minimum interprofessionnel de croissance. Vous êtes en retard. Non, c'est vous qui êtes, n'est-ce pas, dans le passé. Vous êtes des hommes du passé. Les idées passéistes doivent libérer le plancher. Nous apportons la modernité, cher monsieur. Vous ressemblez aux enfants de la cour de récréation. Oui, permettez, c'est vous qui n'avez rien compris. C'est vous qui n'avez rien compris. Je voudrais vous dire ceci. Nous parlons du SMIC à 160 000. Nous n'avons pas dit que dès que nous arrivons, le SMIC à 160 000. Notre candidat président a dit avec beaucoup de précision le SMIC à 160 000 sur 5 ans. 5 ans. Et vous commencez à combien? Sur 5 ans. Nous commençons, nous arrivons, nous doublons. Donc vous mettez le SMIC à 70 000. Oui, nous mettons le SMIC à 70 000. Nous allons faire le chiffrage demain. Oui, il faut faire le chiffrage. Et je voudrais vous dire que ce SMIC, on ne se laissera plus impressionner par votre SMIC, les entreprises qui vont payer ce SMIC, oui. Nous allons... les entreprises. Oui, c'est les entreprises qui vont payer le SMIC. Est-ce que le SMIC, c'est le salaire de l'administration? Ce n'est pas forcément le salaire de l'administration. Ça veut dire que nous n'accepterons pas qu'une femme qui travaille ta ménagère, que tu la payes à 36 000 comme tu la payes maintenant. Nous allons te demander de la payer à 70 000. Moi, je n'ai pas de ménagère. Bon, tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas dire, tu as une ménagère. Tu ne dois pas la payer à 70 000. Ton chauffeur, tu ne vas pas le payer à 36 000. Tu vas le payer à 70 000. Voilà. Et c'est pour vous dire que ce SMIC permet de relever la consommation. Il ne croit pas un mot à tout ce Comment tu peux dire que je ne crois pas? Ça permet de relever la consommation. Tu vas prendre l'argent où? Comment je vais prendre l'argent où? C'est moi qui donne. C'est les entreprises qui vont payer le SMIC. Et il y a combien d'entreprises qui payent les entreprises? Oui, mais justement, nous allons voir les entreprises qui ne peuvent pas. On va discuter avec les entreprises. C'est parce que justement, vous ne travaillez pas avec les entreprises privées. Tout ce que ce régime fait, c'est que quand elle va vers une entreprise, c'est pour fermer les portes, pour demander des impôts, etc. Vous n'accompagnez, il n'y a aucune structure d'accompagnement des PME. Le président du GICAM vient d'accompagner le président aux États-Unis. Il était avec le président de la Chambre de commerce. Ils étaient combien? Je crois que s'il y a des secteurs qui ont l'attention du président Paul Biya, vous n'avez pas compris. Dès qu'on sera plus ici, je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Il faut expliquer ici pour que tout le monde... Parce que quand je vais expliquer, il est formaté pour rien comprendre. On va sagement l'écouter. Oui, vas-y, Emmanuel, on vous suit. Vous avez... Hervé, il n'a même pas encore commencé. Vous avez suivi tout à l'heure que nous avons dit que dès que nous arrivons au pouvoir, la première chose, c'est que nous allons prendre une loi. Une loi... Pour nationaliser. Non, pas pour nationaliser. Une loi d'orientation sur le contenu local. Nous allons faire en sorte que les PME vivent réellement. Et les PME vont vivre, n'est-ce pas, d'abord de la commande publique. Et nous allons amener les Camerounais à consommer ce qui est produit au Cameroun. En commençant par l'État, par l'administration. L'État en fait une commande? Non, l'État, quand nous serons là, il n'y aura plus 65 ministères. Nous allons avoir 20. Nous allons économiser peut-être les 3 quarts de ce que vous dépensez. Il n'y aura pas de premier ministère. Nous allons balayer ça. Il y a beaucoup de ministères qui ne vont pas exister. Il n'y aura pas de Sénat. Il y aura beaucoup de choses. Mais nous allons faire des économies. Dans le budget de l'État, il y a beaucoup de choses que nous allons nettoyer ici. Que nous allons nettoyer. Et si vous voulez, tout à l'heure, je vais vous citer. Tout à fait, pour savoir combien ça rapporte. Parce que votre ministre de l'Information, Jean Wafo, m'a dit qu'en supprimant les ministères et tous les fonctionnaires de la République, vous allez gagner 900 milliards. Et avec ça, vous allez financer... Le grand débat de la modernité économique, Emmanuel, toi et moi, nous le savons, c'est la maîtrise de la dépense publique. Vous allez faire exploser la dépense publique. Non, nous ne pouvons pas exploser la dépense publique quand nous... Vous terminez, puis je vais prendre comme l'expertise des autres. Je suis donc en train de dire que nous allons pouvoir, n'est-ce pas, travailler avec les entreprises. Nous allons avoir des institutions qui vont travailler avec les entreprises, qui vont accompagner, n'est-ce pas,
les petites et moyennes entreprises qui ne vont payer les impôts que quand ils gagnent de l'argent. Ah. Et nous n'allons pas demander de payer les impôts forfaitairement. On ne va pas se mettre à fermer partout et tout. Et puis, nous allons voir dans quelle mesure nous allons les amener. Si jamais ces entreprises sont en difficulté, dans un premier temps, nous allons à la limite même baisser les impôts qui les concernent. Pour que, même, on peut même baisser la TVA. Vous allez même supprimer la loi des finances. Pour qu'on puisse arriver, attendez, ne m'interrompez pas, parce que vous m'empêchez de parler. Pour qu'on puisse arriver à payer le SMIC de la première année. Et par la suite, nous aurons automatiquement la croissance. Et quand nous aurons la croissance, nous allons, mais puisque nous allons mettre sur pied des mécanismes qui vont propulser la croissance, nous vous disons, non mais attends, quand la consommation augmente, nous allons lancer l'économie par la consommation. Laisse ça, qu'est-ce que tu racontes? C'est tout. Sur le SMIC, tel que conçu par les propositions. Je pense que le contenu local est extrêmement important, mais sa mise en œuvre, c'est une autre question. Comment vous l'apercevez? Il faut déjà que les normes existent. Donc ça va prendre du temps. C'est ce que je dis. Si on ne travaille pas. Voilà, il faut que si on est comme les gens du RDPC, ça va prendre du temps. Cette table, le RDPC te gratte. Cette table, elle répond à des normes. Ça veut dire qu'il y a toute une somme de mesures à prendre en termes de formation, en termes d'encadrement, en termes de ceci, une petite seconde. Vous allez à la mairie d'EDA premier, ouais. Vous verrez que toutes les tables, ouais. tous les meubles qui sont dans cette mairie, c'est une mairie de l'UPC. Oui, oui. Il y a un maire UPC. Mairie de l'UPC. Oui. Dites qu'il y a un maire UPC. Oui, un maire UPC. Il y a dire qu'il y a un garçon magnifique. Oui. Mais tous les meubles qui sont là oui. sont fabriqués localement. Très Ils n'achètent rien à l'extérieur. Donc ne me parlez pas de la norme. Répondre aux normes de travail, par exemple, d'un poste avec la numérisation. Non, si vous travaillez à 20%, mais on va. Qu'est-ce que vous voulez? La numérisation a besoin de quoi? Donc, il faut. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée, mais ça demande beaucoup de temps. Non, pas beaucoup de temps. Si on travaille, il faut beaucoup d'organisation. Le plafond, regardez ce plafond. Il n'y a pas de norme. Insonorisé, c'est pour... Il y a une norme. C'est insonorisé. C'est la mousse. Cette mousse. Oui, c'est la mousse. C'est la mousse. Voilà. Mais beaucoup de choses au Cameroun sont faites de façon un peu... Mais pas ce plafond, dans tous les cas. Non, pas ce plafond. Parce qu'il permet de contenir le son, ouais. Pour que nous soyons audibles à la maison. Donc, Donc, et les chaises, et les armoires, et tout le reste, vous voulez le faire. Tous les autres ont pris le devant. Le Nigeria a déjà voté une loi sur le contenu local depuis 2008. Le Gabon hier. Le Tchad même vient de voter une loi sur le contenu local. Mais les gens sont en train de travailler. Dans bientôt, nous serons les derniers si on reste avec ces gens-ci. Parce que c'est les gens qui regardent en arrière. Ça crée de l'emploi. Au-delà, moi je dirais, même consommer des jus et tout le reste devrait normalement être soumis. Même consommer des jus et tout le reste devrait être soumis. Moi, je l'ai vu au Nigeria, dans les plus gros hôtels, même dans les plus gros hôtels, vous trouvez du accro, du gari. Et on est obligé de manger on cela. Est presque obligé. Voilà, on est presque obligé. C'est pas notre choix. Non, mais vous êtes des comment dirais-je? SDFD qui le fera. Merci de me donner la parole après. Comme je l'ai toujours fait remarquer ici, un échange parfois passionné entre les représentants du RDPC et celui à ma gauche. Non, il a un nom d'un parti maître. C'est le SDF. Allez-y. Je regrette, mais ce sera très difficile. Non. Ce sera difficile parce que il y en a qui savent interrompre les autres. Mais moi, je voulais commencer par dire une petite chose. La science économique, que le docteur maîtrise bien, justement, est dans la posture de celle qui questionne ce qui se fait en réalité. Nous, on n'est pas trop, de mon point de vue modestement, dans un débat de science économique. On est dans un débat de politique publique qui s'applique au secteur économique. Il n'est pas question de dire le contenu local est bien, mais ce sera difficile d'appliquer. Oui, c'est vrai. Quand on est à l'université. On applique partout. En plus. En dehors du Cameroun, tout le monde applique. On peut le dire quand on est à l'université. Oui, il faut les préalables, il faut s'assurer de ce que... C'est pour que les téléspectateurs comprennent que ça prend du temps. Je fais cet effort moi aussi, d'expliquer le point de vue qui est celui des politiques. C'est qu'on n'est pas en train de dire aux gens,
Le contenu local, on va juste le dire comme ça, on va juste lancer ça dehors comme ça. Mais non, l'universitaire que vous êtes dans votre posture de dire que oui, ça prendra du temps, il faut des préalables, il faut ceci, il faut cela. Mais la question n'est pas là. On a vu récemment, et là, c'est pas pour ne pas parler comme quelqu'un sur ce plateau, ce n'est pas de la sorcellerie. On a bien vu dans ce pays une institution qu'on appelle la Commission nationale pour le bilinguisme et le multiculturalisme décider d'acheter des véhicules pour ses membres. Parlons du contenu local, justement. C'était un montant quand même conséquent. Qui aurait... 700 millions. Merci pour le chiffre, oui, M. Hervé Emmanuel. Mais le chiffre n'était pas le plus important dans ma démonstration. Non, le principe était mauvais. C'est pas vous qui décidez de comment j'élabore mon Allez-y, avis. allez-y. Je vous J'étais donne en le train de chiffre, vous vous êtes dire, dans les et nuages. je vous en ai remercié. Oui. Je vous ai remercié de m'avoir donné le chiffre. Mais je dis ceci. Je dis que le problème n'est pas le chiffre. Le problème, c'est la commande. Pourquoi n'avait-on pas imaginé un mécanisme qui pourrait nous permettre, je dis au minimum, d'assembler un certain nombre de choses chez nous? Pourquoi devoir les importer à un montant aussi élevé? On peut donner cet exemple pour les véhicules qu'on a offerts, les véhicules qu'on va offrir aux membres de la commission pour le bilinguisme et le multiculturalisme. On peut également le dire pour les ordinateurs qui ont été offerts aux étudiants. Ils auraient pu booster la croissance simplement, non pas en s'endettant auprès de la Chine. L'endettement est vertueux, m'a-t-on dit ici. Effectivement, il est vertueux. On aurait pu, non pas en s'endettant auprès de la Chine pour acheter du produit fini, mais de quelle qualité? Ça, c'est pas la question. On aurait pu assembler au minimum, un peu comme le Rwanda l'a fait. C'est vrai, on m'a dit tout à l'heure que quand on a atteint le fond, on ne peut que remonter. C'est une loi de la physique. Mais je me pose la question de savoir qu'est-ce qu'on entend donc par croissance négative. Si le concept... Croissance négative. Eh oui, de récession. Quand on parle de récession, ça veut dire qu'on n'avance plus. Ça veut dire qu'on avance plus, ça veut dire qu'on recule. Alors si on conçoit en économie, je parle sous le contrôle du docteur, de croissance négative, ça veut dire qu'on peut aller au-delà de zéro, vers moins l'infini. Je vous dis ça juste en passant. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour mériter une telle expertise qui n'arrive pas à développer un pays? Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Là, j'ai envie de me poser la question. Et pour ne prendre qu'un seul exemple, parce que nous n'avons pas vraiment de manière... nous n'avons pas envie de rentrer dans les détails de ce que on fera par rapport à ci ou par rapport à ça. Il y a des choses importantes à dire aux Camerounais. Le candidat Maurice Kamto, dans son projet de société, dans le projet de société du parti qui le porte à l'élection présidentielle du 7 octobre, projet de société disponible depuis 2012, sur le plan économique, a tout un pacte, le pacte productif, qui est devenu le chantier productif avec la campagne électorale, qui est assis sur un certain nombre de préalables qu'il faut d'abord mettre en œuvre. Parce que nous discutons de comment est-ce qu'on va faire pour améliorer les conditions de vie des Camerounais. Et ces préalables-là, ils sont d'abord stratégiques. Le MRC veut convertir, passez-moi l'expression, le MRC veut convertir la gouvernance économique camerounaise à l'État stratège. Le Cameroun, avec le professeur Maurice Kamto et le MRC au pouvoir, sera ce qu'on appelle l'État stratège. Il fera donc des planifications stratégiques et il va se doter d'outils de planification stratégique et d'outils de financement stratégique. C'est ce qu'on a appelé le fonds souverain. Il va également travailler à ce qu'il y ait une véritable place financière dans la ville de Douala, qui bénéficie déjà de beaucoup d'avantages, je dirais même d'avantages comparatifs. C'est le cœur du golfe de Guinée. C'est déjà une ville très dynamique qui peut donc servir de réceptacle d'une véritable place financière de stature internationale, à l'image des places financières qu'on voit déjà en Afrique et même partout dans le monde. Si on ne règle pas la question du financement, on ne réglera pas de manière conséquente la question du financement de l'économie. Je ne parle pas du financement du budget de l'État, parce qu'on va discuter là sur est-ce qu'on augmente les salaires des fonctionnaires, est-ce qu'on fait ceci ou est-ce qu'on fait cela. Ça, c'est le financement du budget de l'État. Nous, on parle du financement de l'économie. Libérer l'économie pour que les acteurs puissent respirer. Pour cela, il faut créer le cadre, il faut améliorer la gouvernance pour que les investissements puissent librement produire la valeur ajoutée, de telle sorte que chacun, dans son domaine d'activité, dans son secteur d'activité, puisse avoir de la croissance, trouver de l'emploi et subvenir à ses besoins. Je crois que globalement... C'est un roman.
Je crois que globalement, c'est ce qu'il y a lieu de dire. Maintenant, je regrette que ce soit ce genre d'attitude qu'on observe sur un plateau comme celui-ci. Parce qu'on nous parle tantôt de science-fiction, tantôt de sorcellerie. Maintenant, j'apprends un nouveau mot sur ce plateau. Ah, mais c'est le débat. Le roman, bien entendu, j'ai rien que contre le dans un débat. débat Il vous a pas échappé que C'est j'exerce la profession d'avocat. Non, c'est bien, vous parlez bien. Et donc, ne pensez pas, n'allez pas penser. C'est pas méchant. N'allez pas penser que c'est pas méchant. N'allez pas penser que c'est méchant. Non. De mon point de vue, j'attire simplement l'attention sur des attitudes que nous ne voulons plus donner comme exemple. Nous, au MRC, nous n'avons pas d'adversaire dans l'opposition. Nous n'avons même pas d'ennemis dans le camp du pouvoir. Nous avons une gouvernance qui tue le Cameroun. Et il est du devoir de chaque Camerounais, le 7 octobre, de donner la sanction à ce gouvernement-là, mais la sanction qu'elle mérite. Très bien, je peux placer. Hein? Ben, écoutez, moi je suis extraordinairement... Je croyais que je venais ici, que j'allais écouter des programmes économiques alternatifs à celui de Paul Biya. Vous n'en avez pas. Mais, ne parlez pas de votre programme, vous n'en avez pas. Il faudra au moins que le RDPC nous présente le sien. Nous avons des programmes. En 82. Hervé Manuel, comment la parole? Il n'a pas de programme, donc il ne nous parle pas de programme. Vous savez, des individus qui ne s'appliquent pas... Non, je ne vous laisse pas poursuivre. Allez-y, allez-y. Donc, je venais ici en me disant que nous allons entrer dans un débat où on va faire une compétition de programmes. Ouais. Mais je constate que, en fait, je suis venu assister à une séance de commentaires du programme du RDPC. Bon. On va pas parler du programme du RDPC. On a fait l'état du Cameroun. Le programme du RDPC qui a fait le bilan du RDPC. Allez-y. Je m'excuse. Monsieur? Non, allez-y, Hervé. Le programme du RDPC, c'est là qu'on en était. Donc, on est là face à une situation où des gens ne font qu'une juxtaposition d'affirmations, de déclarations. Nous allons faire ça, nous allons faire ça, nous allons faire ça. Ils ne nous disent pas concrètement, comme Emmanuel a essayé cet exercice tout à l'heure, de nous dire qu'il va donner à chaque Camerounais un titre foncier et que tout le monde aura 160 000 francs minimum. Bon, ça c'est au moins un minimum. Et à côté, monsieur nous dit, nous allons, parce que les autres n'ont pas. Écoutez, le programme du président Paul Biya est fondé sur un constat, c'est que le Cameroun ne peut pas vivre à la marge du sens de l'histoire économique du monde. Et que l'histoire économique qui reposait sur l'État-providence qui pouvait tout donner à tout le monde. Je crois qu'il faut, et là le professeur va nous éclairer, c'est terminé. Même au Moyen-Âge, c'est terminé. Et aujourd'hui, il faut vivre dans un État qui favorise la création de la valeur ajoutée, dont de l'emploi, la distribution du pouvoir d'achat. Et cet environnement doit être fait autour de thèmes tels que l'État compétitif, l'amélioration du droit, de l'État de droit économique, l'État de droit culturel, et l'enthousiasme, et surtout le fait que la jeunesse doit être retenue au pays parce qu'elle trouve des raisons, par le sentiment d'appartenance et de développement d'enthousiasme, de rester dans ce pays. Voilà le projet du président Paul Biya qui va être décliné en 30 objectifs. Et ces 30 objectifs qui sont découpés en 4 grands thèmes, c'est-à-dire les institutions, vous savez, renforcer, s'il vous plaît, j'ai écouté la studio. Non, je ne voudrais pas vous couper, mais je veux dire que chaque fois qu'on parle de projet, on a tendance à vous demander d'abord le bilan. Le bilan. Mais écoutez, monsieur, à moins que je n'ai assisté à une émission qui n'existe que dans ma tête, toute la première partie tournait autour du bilan. Si vous voulez prolonger l'émission de 2 heures, je suis disponible et vous continuez à faire des critiques sans rien apporter. Et je crois avoir répondu à mon niveau aux questions. Lorsqu'il y avait des remarques pertinentes, je dis exact, là on a plus du On a fait le bilan. Bon, c'est la situation du chômage. Si vous voulez organiser encore un autre débat, monsieur Dipita, ne vous associez pas à ceux qui ne veulent pas entendre ce que je vais dire, parce que vous connaissez, je suis capable de vous mêler à leur démarche. Non, je dis que la meilleure compétition est celle qui va être soumise à la sanction du peuple souverain le 7, c'est celle où on propose des projets alternatifs. Projet contre projet. Ce n'est pas envoyer des gens qui ont lu 2 ou 3 trucs qui viennent vous dire on va faire ça. Bon, mais il y a quand même une proposition. Je termine. MRC. Je peux terminer. Oui, terminer. Et je peux terminer. Non, je sur laquelle je voudrais qu'on rebondisse. Je ne peux pas aller sur le MRC. Terminons, rebondir là-dessus. Le MRC, je n'ai pas encore lu
proposition au sens Si sérieux. le professeur Maurice Non, Kamto en parle. mais si vous êtes son porte-parole, Je ne allez-y. suis pas son porte-parole, mais j'ai eu le privilège de le recevoir. Et on a Oui, discuté très bien. pendant 90 Et minutes sur un quel est certain son nombre de projet sujets. que- Par exemple, quelle est sa sur proposition que l'élargissement vous- de l'assiette fiscale. C'est ça la proposition en économie? Il pense qu'il faudrait élargir l'assiette fiscale, Ouais. non pas forcément en augmentant les impôts. Mais elle doit toucher des personnes qui ne payent pas encore. Par Et exemple. ces personnes, ce sont lesquelles? Bon, alors laissez-moi de me terminer, permettre. laissez-moi Nadio. terminer mon propos. Merci de me permettre. Vous me laissez terminer ce que j'avais à dire. Mais- C'est que je pense que Il répond à la la bonne question, compétition... Non, il ne peut pas répondre. Tout à l'heure, il ne m'a pas laissé... La bonne faire une compétition? option. La bonne compétition électorale, ce serait qu'il y ait des programmes. La bonne compétition, c'est de nous respecter les uns les autres. Parce qu'à partir du 8, nous sommes condamnés à vivre ensemble et nous devons vivre dans un Cameroun que nous avons construit ensemble. Merci. Et je termine en disant que dans l'esprit du président Biya, on ne va pas nous entraîner dans des débats qui n'ont pas d'intérêt. Le débat, c'est aujourd'hui la question prioritaire. Aujourd'hui, resterons-nous dans un État un et indivisible, et dans cet État, nous avons besoin d'une décentralisation assez poussée pour que la gouvernance de proximité fasse améliorer ce que nous n'avons pas réussi sur le plan d'une gouvernance centrale. Voilà la vraie question, et nous attendons le débat. Si j'avais eu le temps, nous avons fait des chiffrages de certains projets, nous n'avons pas encore... Hervé, passer ce calibrage, je veux dire qu'une fois que les questions politiques ont été... Il y a l'économie Bah, dedans, non, monsieur. non, Vous non, n'avez non. pas compris. Certainement pas. Vous Oui, allez peut-être alors, reprendre. la question économique, c'est que quand on parle d'un état de droit économique, c'est pour améliorer la bonne gouvernance en matière d'entreprise et même de l'administration économique. Vous avez compris? Ça va mieux. Écoutez, vous savez tout ça au sein du RDPC et nous en sommes toujours là. Maintenant, les propositions concrètes, si vous les voulez. Ah si, je souhaite. Ah, d'accord. D'abord, il faut indiquer qu'en ce qui concerne le programme électoral chiffré du professeur Maurice Kamto, pour des raisons purement stratégiques, nous avons choisi de le produire à l'attention du grand public au moment opportun. Cela n'empêche pas, et vous avez bien fait, M. Dipita, de rappeler ici que lorsqu'il a été votre invité dans le cadre d'une émission sur votre chaîne, émission d'ailleurs bien suivie, il a fait un certain nombre d'annonces fortes. Et je voudrais m'attarder sur des choses vraiment que tout le monde comprend. Sur le point de la fiscalité, le professeur Kamto pense qu'il faut élargir effectivement l'assiette fiscale, mais il faut aussi réduire l'impôt sur les sociétés à 25%. L'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est que plus les entreprises se créent, parce qu'elles savent qu'elles auront moins d'impôts sur les sociétés à payer, alors plus l'État gagne. Parce que si aujourd'hui on a... Quel est le taux d'imposition Hervé, actuel? non, J'aime pas quelqu'un Non, oui, vous allez revenir après. J'aime pas quelqu'un qui parle d'un sujet qu'il ne maîtrise Oui, pas. laissez-le ne pas Quel est le maîtriser. taux Hervé. d'imposition des entreprises au Cameroun Non, aujourd'hui? Hervé, laissez qu'il ne maîtrise C'est pas le 33%. sujet. Vous reviendrez peut-être après. Allez-y, Encore poursuivez. que Non, dès poursuivez, ne encore répondez que- pas. encore Ne que- répondez pas, allez-y. Je ne Allez-y. réponds pas, j'indique simplement D'accord. que dès le départ, j'ai indiqué que nous, on n'est pas les experts. Bon. Les experts sont au pouvoir, ils ont tous les chiffres, ils ont Allons-y. toutes les stratégies, ils ont toute la connaissance. Nous disions simplement que si aujourd'hui on a un taux d'imposition à l'impôt sur les sociétés élevé, alors une entreprise qui ne peut exister que seule dans l'environnement payera seule cet impôt. Si on le réduit, on a 2, 3, 4, 5 entreprises qui payent ce taux réduit de l'impôt et elles sont désormais trop à payer les 25%. Du coup, les recettes fiscales de l'État sont accrues. Voilà un peu la philosophie. Vraiment, je ne voudrais pas que vous nous embarquiez, M. Dipita, et je le dis avec beaucoup de respect, dans un débat un peu trop technique. Pourquoi vous refusez cela, mec? Pour que les Camerounais qui nous Non. écoutent Vous les trompez parce que vous les prenez pour des esprits simples. sur la question de la fiscalité, je l'ai dit, j'ai fait une proposition, j'ai indiqué la proposition du professeur Kamto, Oui. mais pour parler de manière programmatique, justement, la politique économique du candidat Kamto est assise sur le développement de l'agriculture, pour une raison qui est simple. La raison est que l'agriculture est le secteur d'activité dans lequel le potentiel de création d'emplois est le plus élevé. C'est-à-dire qu'on peut plus facilement employer les Camerounais à cultiver, à nourrir la population, plutôt que de conduire les mototaxis. Le deuxième élément Je suis de la d'accord. politique, Mais à quel SMIC? le deuxième terre. élément de la politique, je ne me laisserai pas distraire. Allez-y. Le deuxième élément de la trouver la politique terre. économique, du chantier productif, c'est d'investir sur le numérique, sur la technologie, pour une raison encore une fois qui est simple.
c'est qu'en matière de technologie, on n'investit en fait que sur le cadre, que sur l'infrastructure, puisque ce qui fait tourner l'industrie de la technologie, c'est le cerveau humain. Et nous savons, au MRC, que les jeunes Camerounais sont suffisamment talentueux pour pouvoir, du fait de leur imagination, développer tous les produits, et d'ailleurs, mieux d'ailleurs que certains pays qu'on admire aujourd'hui, les produits dans le secteur de la technologie. Voilà les deux principaux pieds sur lesquels le candidat Maurice Kamto entend appuyer sa politique économique, mais il ne peut pas le faire s'il ne procède pas, par exemple, à la réforme foncière. Il ne vous a pas échappé que l'agriculture nécessite qu'il soit mis à la disposition des agriculteurs de terre pour que cela soit fait. Et nous, au MRC, on est des démocrates. Nous pensons que la réforme foncière ne peut pas se faire par un décret. Et donc, il sera question, le moment venu, de faire des états généraux du foncier pour qu'on s'entende dans ce pays de manière commune, consensuelle, sur comment est-ce qu'on attribue, on répartit, etc., le foncier. Je ne peux pas passer sans évoquer la question de l'énergie, parce que c'est central, c'est capital. Et nous proposons au MRC une politique énergétique, de mix énergétique. C'est-à-dire qu'on aura des infrastructures comme celles qui existent ou celles qui sont construites aujourd'hui, mais il y aura aussi un assemblage avec des sources d'énergie qui requièrent moins d'investissement, ou alors qui utilisent plus facilement les qualités agroécologiques, si je peux m'exprimer ainsi, des différentes régions du Cameroun. Par exemple, le Grand Nord est une zone fortement ensoleillée. On peut par exemple là-bas développer l'énergie solaire, l'énergie photovoltaïque, pour que la population ne soit plus en compétition avec les entreprises sur l'énergie que produisent les barrages hydroélectriques. On peut faire la même chose dans la partie sud du Cameroun, qui a beaucoup de barrages, qui a beaucoup de cours d'eau, et avoir des mini-barrages qui peuvent alimenter des communautés, des villages en énergie électrique, de telle sorte que maintenant tout le potentiel hydroélectrique dont dispose le Cameroun puisse être mis au service de la création d'un hub. Parce que le terme que le projet de société du MRC a utilisé, c'est un hub. Nous sommes au carrefour de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. Une zone carrefour, si vous me permettez la répétition, qui nous positionne comme un acteur qui peut devenir stratégique dans la fourniture de l'énergie pour les pays voisins. Et c'est un potentiel que le Cameroun aujourd'hui n'exploite pas vraiment. On peut produire de l'énergie de telle sorte, on peut faire de l'énergie la première source d'exportation, on peut faire de l'énergie une source de rentrée de devises, parce qu'on en a le potentiel. Donc sur la question énergétique, il faut absolument régler cela en créant une sorte de mixte énergétique qui englobe à la fois les petits barrages, les sources alternatives de production d'énergie et les sources traditionnelles de production d'énergie. Il faut également adresser la question de l'industrialisation, la politique industrielle. Et quand je l'ai dit à l'entame de mon propos tout à l'heure, lorsqu'il était question de donner les grandes lignes du programme économique, nous avons dit que nous serons pour un État stratège. Ça sous-entend que même en matière de politique industrielle, nous aurons une politique industrielle stratégique. Il n'est pas nécessaire d'investir nécessairement dans tous les secteurs imaginables, possibles et imaginables. Non, l'État, évidemment, ne peut pas tout faire. L'État, évidemment, ne fera pas tout. On n'est plus à l'époque de l'État-providence, bien entendu. Et là, je suis d'accord avec vous, M. Emmanuel Ngom. Sauf que la Chine qu'on admire aujourd'hui... C'est pas l'État-providence. Excusez-moi. La Chine qu'on admire aujourd'hui a quand même excellé dans la stratégie. C'est-à-dire qu'elle a décidé à un moment donné que je serai champion dans tel domaine. Par exemple, la manufacture. Par exemple, les technologies. On peut donc, grâce à un fonds souverain qui sera financé par les revenus de nos matières premières, de nos ressources naturelles, booster l'investissement dans les secteurs stratégiques, ou en tout cas qui auront été décidés stratégiques du point de vue de la gouvernance de la Renaissance. Et ces secteurs stratégiques-là verront l'investissement de l'État, ou alors seront aménagés de telle sorte que le privé puisse y investir. Les infrastructures, nous comptons les réaliser avec des techniques éprouvées de partenariat public-privé,
lorsque cela est possible. Mais vraiment, il faut qu'on arrête de faire croire aux Camerounais que parler des questions d'économie, c'est nécessairement faire de l'alchimie. Non, parler des questions économiques, c'est leur dire simplement comment est-ce qu'on améliore leurs conditions de vie. Et je tiens à chuter là-dessus. Je tiens à chuter sur cette question-là. Parce que on est habitué, vraiment habitué. Et je suis heureux de remarquer qu'aujourd'hui, contrairement à avant, lorsque les communicants du régime parlent aux populations camerounaises, elles n'ont plus besoin d'être contredites pour que ces populations ne les croient plus. Donc ce serait bien beau de venir sur un plateau de télévision ou dans un meeting, dire ci ou cela, mais on sait dans l'opinion que c'est pour emprunter à quelqu'un de la poudre de perlimpinpin. Prof, j'ai vu que vous avez suivi avec beaucoup de patience ces quelques propositions du MRC. J'aimerais bien votre expertise là-dessus. Écoutez, c'est des bonnes propositions, mais elles ne sont pas neuves. En fait, nous savons tous qu'il y a un potentiel énergétique énorme au Cameroun. Il faut devenir un netto exportateur, mais c'est une démarche qui prend aussi son temps. Les investissements initiaux sont lourds, donc ça va prendre son temps, quel que soit ce qu'on fait. L'énergie photovoltaïque, c'est bien, mais c'est beaucoup plus pour faire la lumière. C'est ce qu'on a dit, pour réduire la pression des familles sur l'industrie. Oui, mais maintenant, quand on veut faire les vraies choses, comme vous parlez d'industrie, c'est vraiment un peu plus compliqué. N'en disconvenons pas. Oui, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut beaucoup d'énergie. Il faut, à mon avis, surtout insister sur le fait, les Camerounais doivent le savoir, que l'industrialisation est la seule démarche qui nous permettra de résoudre notre principal problème. Parce que moi, je crois qu'il y a un problème, c'est celui de l'emploi des jeunes. C'est le principal problème. Et moi, quand j'écoute les différents intervenants, j'ai toujours l'impression qu'ils disent souvent la même chose, ou ils veulent dire en fait la même chose. Je ne trouve pas beaucoup de choses très, très nouvelles dans les différents programmes qui sont présentés. Je trouve par contre que... Même le SMIC. Mais je trouve par contre qu'il est intéressant, il est extrêmement intéressant de parler des questions de gouvernance. C'est ça notre problème véritablement. La gouvernance, c'est l'inefficience des administrations. Et moi, je dis, comment est-ce qu'on va résoudre ce problème? C'est là le problème. Est-ce qu'un jour, on pourra être un pays qui, par nature, ne produit que de la croissance inclusive? Comme, moi, je ne prends pas le Rwanda, je prends plutôt le Botswana. Oui. Je prends le Botswana, ou les pays scandinaves, où on sait que, en effet, quand on est citoyen d'un pays, on peut quand même bénéficier d'un accompagnement suffisant sur le plan scolaire, sur le plan santé. On le sait tous, au Botswana, quand vous naissez, vous pouvez mourir. Jusqu'à votre mort, on peut vous soutenir. Que vous connaissez la population de Botswana, professeur. Oui, mais, bon, mais aussi parce que... Ce n'est pas 25 millions de personnes. C'est très peu de gens. Je connais bien le Botswana. Très peu de sa personnes. La population est gérable à cette échelle. Mais ils ont pris... Une seconde d'abord. Ils se sont donné la peine de faire cette remontée en gamme dans la chaîne diamantifère, comme vous savez. Oui, qui donne des réserves. Qui donne des réserves énormes. Ouais. Et nous autres, nous pensons... Nous autres, je ne suis pas dans votre politique, mais les économistes, nous pensons que, en gros, il faut d'abord poser les bases qui permettent une industrialisation. C'est pour cela que je dis que ce qui est en train d'être fait, même si certains ne le prennent pas trop au sérieux, mais il n'y a pas un autre passage pour que nous évitions d'exporter les emplois. Parce que quand nous vendons le cacao à l'état brut, le bois à l'état brut. On exporte la valeur ajoutée. Le pétrole à l'état brut, parce qu'on le fait tout ça.
on exporte la valeur ajoutée, on exporte les emplois. Donc la priorité pour nous, c'est d'aller dans la pose des stocks d'infrastructures qui permettent de faire vous avez évoqué la question l'industrialisation. De gouvernance. Et bon, je ne voudrais pas qu'on ouvre le débat, mais je voudrais le dire quand même en passant. En attendant de donner la parole à Emmanuel Kounié, nous avons reçu ici lundi Maître Akeremouna, qui a quand même un certain nombre de propositions là-dessus. J'ai suivi. Voilà. Qui parle d'un certain nombre de traités africains qui ont été ratifiés par le Cameroun, mais qui attendent toujours des décrets d'application. Donc, la mise en œuvre d'un certain nombre d'engagements sur le plan continental, la numérisation de tout le circuit financier, bancaire et tout ce que ça peut traîner avec pour minimiser au moins la manipulation directe de la monnaie. Entre autres, il y a un certain nombre de propositions comme celle-là. Il y a beaucoup de propositions. Parlant de la numérisation, nous pensons à notre niveau que nous allons, n'est-ce pas, on parle de la numérisation, de la numérisation même du matériel scolaire. Nous pensons que... On ne doit plus écrire. Non, pas qu'on ne doit plus écrire, mais les enfants ne doivent plus porter 12 kg sur le dos. Si un enfant sa tablette, ça dépend de quelle classe cet enfant se trouve, on peut télécharger un livre à 500 francs. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Je voudrais dire que pour comprendre notre politique économique, il faut comprendre, donc il faut d'abord se mettre dans la posture, dans notre posture. Nous pensons que le Cameroun doit être un État fédéral à 10 États. Donc, quand on parle déjà de fédéralisme, il faudrait déjà voir quelles sont les compétences qui doivent être dévolues à l'État fédéral. Non, c'est très important. Si vous ne comprenez pas, si vous ne vous trouvez pas dans cette posture, si vous ne trouvez pas cette posture, il y a les compétences locales et il y a les compétences fédérales. Et justement, ça permet de comprendre ce que nous disons. Parce que si vous ne vous mettez pas dans cette posture-là, vous allez toujours penser que tout est en vrac, alors que ce que nous disons est très sérieux. C'est comme ça. Non, c'est pas ça. Donc, si vous voulez, je vous donne les compétences locales et puis les compétences fédérales. Non, vous n'en avez pas besoin. Voilà. Je voudrais vous dire donc, d'entrée de jeu, quand on arrive, c'est pas le premier jour qu'on ne parle pas du fédéralisme, le premier jour qu'on arrive. L'État n'est pas fédéral tout de suite, mais nous prenons le temps. On réduit la taille du gouvernement, on double le salaire des fonctionnaires dans 5 ans, comme on l'a dit. Et ça vous a amusé tout à l'heure, mais ce que je voudrais dire, c'est que le salaire des fonctionnaires, vous avez tout à l'heure dans les 900 et poussières de milliards par mois. Mais quand vous regardez comment ça se présente... Ça représente 22% de notre... Non, attendez, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est ce que je voudrais dire. Je voudrais dire qu'il y a au moins 300 milliards qui servent aux missions, aux réceptions, mais ça, Emmanuel, on peut améliorer la dépense. Non, je voudrais vous dire que nous mettons fin à tout ça. Et nous, parce que c'est 20% des fonctionnaires, qui touchent, n'est-ce pas, c'est 40%. Donc, nous reportons ça sur les bulletins de salaire. Et puis, nous pensons que s'il y a une réunion à faire dans un ministère, on ne va pas au Sawa Novotel le faire. Il y a le service de le faire dans l'appartement de Koundé. Non, on fait. Même moi, je n'ai pas fini. Moi, j'ai. Allez-y, Emmanuel. On le fait dans la salle de réunion, du ministère. Et puis, quand le salaire du fonctionnaire va passer peut-être de 150 000 à 250 000, vous êtes banquier, ce gars-là, d'entrée de jeu, il peut aller à la banque, demander un crédit sur le salaire qu'il a, et puis construire sa maison. Au moins, il commence son travail, pas à la fin quand il va en retraite. Parce que dans votre système, c'est quand on va en retraite qu'on se construit. Donc, nous pensons que celui qui commence son travail doit construire sa maison la première année. Okay. Alors, je voudrais vous dire également qu'il faudrait interdire aux fonctionnaires de faire des affaires. Parce qu'eux tous ont des entreprises. Je suis d'accord avec toi. Et puis parce qu'ils ont des entreprises, et même de faire de la politique. Parce que si un fonctionnaire doit faire de la politique, il démissionne de la fonction publique, il devient politicien. Parce que l'ascension sociale... Quand il y a un exercice, oui. Oui, l'ascension sociale se retrouve entre les mains du parti politique. Parce que quand vous êtes fonctionnaire, si vous êtes président de sous-section ou je ne sais pas quoi, vous n'avez plus de chance, n'est-ce pas, à évoluer dans votre... Donc il faut les déconnecter de tout cela. Les déconnecter également des affaires, parce que quand ils font des affaires, ils font de la concurrence déloyale, ils sont des chefs d'entreprise, des délits d'initiés, on l'appelle, etc. Le conflit d'intérêts. Ouais, ça, c'est le conflit d'intérêts. Donc, ça, c'est... parlant donc de l'industrialisation, quand nous allons nous retrouver dans l'État fédéral, nous allons avoir la possibilité de dire que chaque État... Et quand vous arrivez, à combien de temps on va à l'État fédéral? Le lendemain, l'élection de Ossi Joshua, c'est un référendum pour le fédéralisme. Dès qu'il est élu, il n'y a plus. Vous avez entendu. Oui, l'élection de Ossi Joshua, c'est un référendum pour le fédéralisme. Parce qu'on ne fait pas autrement que d'un fédéralisme. Donc,
Parlant de l'industrialisation, nous allons faire en sorte que chaque région se spécialise dans sa spécificité. Nous allons mettre sur pied une politique nationale de points forts, de créneaux. Par exemple, si vous êtes dans la Damawa, vous pouvez mettre sur pied une industrie de cuir. Une industrie de cuir, par exemple, etc. Il y a des pays comme le Maroc qui pèsent par l'industrie du cuir et de la confection. Si vous êtes, par exemple, à l'Est, vous avez les minéraux. On peut voir dans quelle mesure on peut avoir des universités qui forment les gens, n'est-ce pas, dans cette technique-là. Quand on est dans les régions agricoles, on forme les gens pour l'agriculture, etc., etc. Mais il faut noter aussi que, s'agissant de l'agriculture, tout le monde parle de l'agriculture. D'accord. Je ne sais pas sans vos bibliothèques. D'accord. Mais nous devons valoriser la ruralité et la remettre au centre de notre croissance. Okay. Voilà. Donc, nous devons faire en sorte qu'il y ait des incitations comment on appelle ça, à l'exode urbain, pour que les jeunes, n'est-ce pas, puissent retrouver les zones rurales. Mais il faudrait qu'on revoie, n'est-ce pas, la loi de 114 portant, comment vous appelez encore, régime foncier domanial, pour que, n'est-ce pas, les conditions d'accession à la propriété puissent être mieux réglementées, parce qu'il faudrait que ces jeunes-là, quand ils ont une parcelle de terrain, qu'ils aient un titre de propriété qui peut être bancable et qui peut leur permettre, n'est-ce pas, d'avoir les moyens pour faire l'agriculture. Nous avons une panoplie de mécaniques pour sortir le Cameroun de l'étau dans lequel le RDP l'a pris, et il suffit seulement qu'on soit en position. Emmanuel. Voilà, nous allons entrer au paradis si par mes aventures, tout ce qu'on a entendu devait être mis en application. Je voudrais préciser quelques éléments, parce que ça a été mon métier, je peux m'en vanter. Le Cameroun est 32e pays au monde dans le classement des pays énergétiques. Et nous sommes 2e en capacité hydraulique de production d'énergie en Afrique. Ça, c'est potentiel, c'est le potentiel là. Voilà. Donc, dis que potentiellement, parce qu'on n'a rien. Laisse-moi parler, s'il te plaît. On a des je ne suis pas ton ventriloque et ne me prête pas. Non, je vous dis qu'il faut dire le potentiel. Alors, à cause des événements qui ont contrarié les programmes d'investissement, évidemment, on a pris le retard sur le barrage, sur la production et même sur l'entretien des équipements de la production. Ça, c'est vrai qu'on a pris du retard. Mais savez-vous, pour faire le saut qualitatif industriel, contrairement à ceux qui promettent de rentrer dans la forêt, il nous faut 6 000 mégawatts. Et aujourd'hui, nous en produisons à peine 2 000 et 700 étaient perdus dans le transport et tout. Donc, il faut redresser tout cela. Quel que soit le parti qui arrive au pouvoir, M. Dipita Tongo, il est obligé d'être en face des réalités et d'agir en conséquence dans l'intérêt des Camerounais. Il faut arrêter, parce qu'on est en campagne électorale, penser que toutes les déclarations sont bienvenues. Ce n'est pas la cour du roi Péto. Il ne faut pas tromper les Camerounais, il faut leur dire la vérité, ils aspirent à la vérité pour que le peuple souverain s'exprime. Donc, je vais sauter tout ce chapelet de on va faire. Vous ne ferez jamais cela, puisque vous n'arriverez pas. Non, mais il y a quelque chose qu'Emmanuel a dit tout à l'heure de très important. Emmanuel a dit que le 7, il s'agit d'un référendum pour ou contre le fédéralisme. Emmanuel, tu vois, toi et moi, c'est pour ça que notre amitié est supérieure à nos divergences idéologiques, parce que c'est exactement ce que je pense. Que le 7, ce sera un référendum pour le Cameroun, un et indivisible. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Non. Le fédéralisme n'est pas la division du Cameroun. Ne trompez pas les Camerounais, vous mentez. Laisse-moi aller jusqu'au bout. Le fédéralisme n'est pas la division du Cameroun. Laisse-moi aller jusqu'au bout. Quand nous allons rentrer... On aura un État uni et fédéral. Vous allez réagir après lui. Voilà, un État uni et fédéral. Allez-y, Hervé, terminez. Vous allez expliquer ça. Oui, bien sûr. Hervé, terminez. Donc, je pense que ça va effectivement être un référendum pour deux raisons. Comme vous ne voulez pas que je parle, tu ne veux pas que je m'exprime. Un, parce que nous sommes face à une question essentielle et une question prioritaire de survie. Resterons-nous un pays un et indivisible en traversant le tournant du terrorisme qui nous est imposé? Et sur ce point-là, les différents programmes font du zigzag comme des essuie-glaces de voitures. Les gens ne sont pas clairs dessus. Nous disons aujourd'hui que nous allons combattre le terrorisme et tout ce qui est contraire à le caractère unitaire du Cameroun. Merci. Maintenant, sur les projets qui sont présentés, je suis heureux qu'enfin on commence à avoir des projets sur la table. Ce que je peux proposer, c'est qu'il nous faut un débat, et un débat constructif où on ne viendra pas avec un chapelet, on va faire. Le Cameroun est une chose très sérieuse pour la confier à des mains inexpertes. Merci, c'est pour ça que je pense que le débat. Paul Biya est l'homme de la situation.
et c'est lui qui doit diriger le Cameroun pour nous C'est faire l'homme du passé. traverser C'est l'homme du passé. ce tournant Il où n'a les plus rien à faire là. aventuriers... Une question sur le Paul débat. Biya n'a plus rien à faire, là. Votre candidat- Attends un peu, Il n'a plus rien à faire. C'est un homme du passé. Non, Emmanuel, tu as vu l'image où la mère de McCain est venue à son enterrement, n'est-ce pas? Quel est le problème? Faites très attention à tes déclarations. Elle avait juste une question. Vous êtes l'homme de... Vous Elle avait avez une des question. idées passéistes. Elle avait une question. Oui. Votre candidat viendra au débat pour soutenir tout son programme, ses projets. Si c'est ce niveau, non. Ben, si c'est Parce que avec, les Cam- avec les Maurice Lui, Kamto, il a quel niveau? avec Maurice Kamto, Joshua aussi, Akere Écoutez, ça dépend Mouna, de la Serge forme. Espoir Nous, la Matomba. proposition que nous faisons, c'est celle-ci. Si les différents candidats, ils sont 9, Oui. donc le président est compris, Absolument. sont d'accord pour faire les débats, n'est-ce pas? Qu'ils fassent des débats déjà, les 8 entre eux, et le Pourquoi? président fera le débat avec chacun d'entre eux. Pourquoi? Parce qu'il y a... Écoutez, le principe est celui-ci. Vous avez vu qu'aujourd'hui, malgré le silence du professeur, nous n'avons même pas pu converger parce que On ne peut pas converger, on a des problèmes. Non, nous n'avons même Bon, pas nous ne pu pouvons pas converger, converger. Dans tous les cas- parce que vous gérez le ministère de l'agitation du bavardage. Dans tous les cas, Hervé, Vous nous n'avez rien avons dit. retenu la formule. J'ai dit sur le On principe. va n'avez pas rien à seulement, dire. on va pas seulement regarder. Pourquoi pas? Alors, vous réagissez également et on va finir avec le prof. Mais moi, ma réaction, c'est simplement, d'abord, il faut évacuer une idée qui a été véhiculée dans l'espace politique camerounais, selon lequel être d'accord... Selon laquelle, maître. Merci. Selon laquelle, une idée, merci. Selon laquelle être pro-fédéralisme serait être contre l'unité nationale. Du point de vue, en tout cas, tous les étudiants Ah de non, moi, droit, vraiment. vraiment tous les des étudiants droits, de oui. droit de première année savent que fédéralisme et division de l'État, ça ne veut pas dire la même chose. Je parle des étudiants de Pour première terminer, année. Donc, de mon point de vue, il faut simplement dire aux électeurs camerounais que le 7 octobre, allez voter parmi les 9 candidats, celui qui vous semble être le meilleur d'entre tous. merci. Tout à fait. Et le meilleur Ça, d'entre c'est bien. tous n'est autre que le C'est professeur ça. Maurice Kamto. Votre C'est ton point de vue. Et professeur. c'est Emmanuel évident. Cognier. Votre professeur. C'est une question de bon sens, en fait. Oui, moi je crois qu'il faut aujourd'hui comprendre que nous entrons dans la modernité. Il y a une transition générationnelle qu'il faut faire. Et L'âge devient un argument. les gens de 1962 ne peuvent pas, quel que soit le cas, s'arrimer à la modernité aujourd'hui. Ce n'est pas Donc, comme tu possible. as expliqué. Il faudrait comprendre que le Cameroun d'aujourd'hui doit être géré par des gens qui ont Pas les également bébés. l'expérience politique, mais qui sont jeunes. Et c'est pour ça que nous pensons que notre candidat, qui est un entrepreneur, qui est un homme politique, le Joshua, est la personne indiquée, n'est-ce pas, pour pouvoir porter C'est le Cameroun. léger. Et nous disons aussi que Pour ceux terminer. qui pensent que l'État fédéral, c'est la division, c'est de la triche. Dites-le Parce que au nous avons, Cameroun. nous avons d'abord été un État fédéral avant d'être un État unitaire. Et vous voulez faire un État décentralisé. Et donc, Mais je vous informe vous que rétropédalez, le fédéralisme... non, vous avez reculé, nous on avance. Merci. On veut Prof, retrouver pour la... terminer. Oui, juste dire que la corruption, certainement, c'est un de nos plus gros problèmes. Mais il ne faut pas croire que la corruption, c'est le propre d'un parti. Si. Non. Voilà, c'est Si. le propre... Le LDF fait les marchés publics. C'est le RDPC qui font T'es tout prêt? ça. C'est le propre de tout un pays. La corruption, Le LDF elle a fait les une marchés forme centralisée, elle a une forme décentralisée. Tout cela est à combattre. Moi, je serais de ceux qui pensent que si la numérisation ne peut pas nous aider, peut-être que les solutions à la Rawlings peuvent nous aider. C'est-à-dire C'est-à-dire tuer les voleurs, non, quand même. Ouais, mais le Merci, RDPC monsieur. le RDPC va finir là. Merci, monsieur, pour ce débat très économique dans les différentes propositions qu'avancent les candidats à la prochaine élection présidentielle. On en aura certainement d'autres. Et on retient surtout cette sortie du RDPC qui a proposé, ou alors qui a suggéré les conditions dans lesquelles son candidat pourrait participer à un débat ouvert. On verra bien si, ou du moins, on va davantage se rapprocher de vous. Il n'en a Comment pas. mettre cela? Il n'en a pas la capacité. À vous également, madame, monsieur, merci. Il l'a de jamais rester fait. jusqu'à 7 heures pour regarder cette émission. J'annonce comme invité jeudi, là, le cadre de l'émission Entretien avec Christian Pendey-Kokar, économiste. Bonsoir et à mardi prochain pour 4 sur table. Tu es à l'origine de ça.